Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous accueillir à cette nouvelle webconférence organisée par le MOSI. Je la co-animerai avec Arnaud Fleury. Arnaud, nous le retrouverons tout à l'heure sur ce plateau avec certains de nos invités. Alors le thème d'aujourd'hui, comment faire du financement un facteur de succès à l'export? Pourquoi ce thème? On le sait, même si notre commerce extérieur ne se porte pas bien, l'export, le développement international restent de formidables relais de croissance pour nombre d'entreprises, notamment des PME et ETI. Les exportations ont quand même progressé de plus de 18% au premier semestre et 136 000 entreprises, l'immense majorité des PME en profitent. Mais il ne faut pas le nier, la concurrence est rude et les acheteurs étrangers sont toujours plus exigeants. Et on s'en doute, dans le contexte actuel, nombre d'entreprises, notamment dans les pays émergents et en développement, ont du mal à accéder au crédit bancaire. Résultat, il est de plus en plus difficile de décrocher des commandes sans une offre financière pour aider le client à se faire payer. Ça peut être des délais de paiement, ça peut être des solutions de financement compétitives. Alors dans ce contexte, dans quelle mesure une offre financière attractive devient-elle un élément clé d'une stratégie commerciale export? Comment en faire un facteur de réussite? Autant de sujets que nous allons avoir l'occasion de défricher lors de cette webconférence. Nous commencerons avec deux spécialistes du financement de l'export, un banquier public et un banquier privé, qui sont nos deux grands témoins pour la première séquence. Nous poursuivrons avec le témoignage d'un banquier privé. Ensuite, nous aurons une séquence avec trois témoignages de PME exportatrices françaises qui ont toutes les trois des spécificités à l'export et des problématiques différentes de financement. Et nous terminerons par un point d'expertise sur les approches innovantes en matière de financement de l'export. Et sans plus tarder, je vous retrouve tout de suite avec Pedro Novo de BPI France et David Avram du groupe industriel FIV. A tout de suite. Merci de nous retrouver pour cette première séquence qui va nous permettre de cadrer un petit peu le sujet de cette webconférence, le sujet du jour, le financement comme facteur de réussite à l'export. L'export, nous en sommes convaincus, c'est un relais de croissance formidable pour les PME, notamment cette période de ralentissement de la demande en France et en Europe. Encore faut-il mettre tous les atouts de son côté. Le financement de l'export, c'est-à-dire trouver des solutions pour ses clients, pour permettre aux clients de vous payer, en fait-il partie. C'est totalement le sujet du jour. La hausse des taux d'intérêt actuels, qui est généralisée dans le monde, la hausse des risques pays, va-t-il rendre plus compliqué la mobilisation de solutions dans ce domaine? Pour parler de ces sujets, nous avons choisi de convier sur notre plateau deux spécialistes du financement de l'export et d'une manière générale du développement commercial à l'international. L'un est le monsieur financement export du groupe FIV, qui est un groupe industriel, David Avram. Vous êtes directeur du développement international du groupe FIV, après en avoir été le patron des financements général. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et l'autre est le monsieur export de BPI France, mais de nouveau, je ne vous présente presque plus, tellement vous êtes connu dans notre écosystème. Il est directeur exécutif export de cette banque publique qui tend à devenir le guichet unique du soutien public à l'export français. Bonjour Pedro et merci d'être venu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques données quand même pour vous situer rapidement. BPI France est donc la banque publique de l'export. Elle intervient la plupart du temps en cofinancement avec les banques. Vous êtes dans l'assurance crédit, les garanties, les cofinancements. Les résultats semestriels viennent de sortir il n'y a pas très très longtemps. Quelques données chiffrées pour situer un peu le niveau de vos interventions actuellement? On peut même l'updater de la fin septembre, puisque les chiffres de fin septembre sont déjà disponibles. Nous sommes au cœur d'une métamorphose, c'était le thème de notre Big il y a quelques jours, qui se traduit dans ce que nous produisons en matière de financement à l'international et à l'export. Il y a deux vitesses. Il y a une première vitesse qui est celle de la prospection et de l'ambition commerciale malgré les incertitudes. Et puis
puis, il y a la vitesse de la contractualisation de ce qui a été embarqué pendant les années Covid. Et donc, on a à la fois un ralentissement sur la concrétisation d'affaires pendant les années Covid qui ne sont pas nées ou qui ne sont pas arrivées. Et donc, ça se traduit sur l'assurance crédit en nombre d'opérations, sur les garanties de préfi et de financement, de préfinancement et de garantie. Ça se traduit également sur le crédit export, qui sont des outils de transformation commerciale. En revanche, sur la prospection, nous avons une dynamique qui est tout à fait significative. 40% de croissance sur les activités de financement du développement international des entreprises. C'est des implantations, c'est des joint ventures, c'est de la croissance externe. Et 50% d'augmentation sur des projets de renforcement des entreprises filiales d'entreprises françaises qui ne sont pas en train de délocaliser, qui sont en train de développer commercialement leur business. Et le dernier d'entre eux, comme témoignage, c'est l'assurance prospection, que tout le monde connaît, qui est un outil qui finance le développement commercial des entreprises françaises, qui est en progression de 10%. Donc nous serons dans les temps de passage pour dépasser les 2500, probablement les 3000 entreprises soutenues en 2022 avec les outils de financement de BPI France. Un montant quand même sur l'assurance crédit export, c'est quand même les grands contrats, les contrats moyens, un montant au moins d'encours. Actuellement, vous en êtes où L'encours de BPI France, qui est sous gestion sur le bilan de l'État, totalise environ 65 milliards d'euros à date. D'accord. Ça va être une année qui peut être très importante sur les prises en garantie parce que des grands contrats en volume peuvent être négociés, conclus d'ici la fin de l'année ou pris en garantie. Et donc, on n'est pas à l'abri d'avoir des bonnes surprises en matière de volume. D'accord. Alors FIV, David, c'est un champion français de l'industrie, hein, vous n'êtes pas hyper connu du grand public, mais c'est un des rares qui reste dans la machine-outil. Vous êtes construit comme un groupe intégré de PME qui a chacune un peu ses savoir-faire, et vous êtes une machine de guerre commercial à l'export. Hein. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions? Donc FIV en effet est un champion industriel français, j'ai envie de dire un vieux champion. Pourquoi vieux? Parce que nous fêtons cette année nos 210 ans. Hein. Nous avons une vieille histoire industrielle française. Nous sommes passés à travers différentes révolutions industrielles et nous allons continuer. Alors vous l'avez dit, FIV est un champion de la machine-outil, mais pas que. La machine-outil est un de nos métiers, la machine-outil de précision, principalement destinée aux métiers de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense. Mais nous avons d'autres métiers. Nous sommes présents dans les matériaux de procédés, donc dans le secteur du ciment, de l'acier, du verre, de l'aluminium. Nous sommes présents dans le secteur de l'énergie, avec des solutions cryogéniques, des solutions hydrogène, et une partie sucre aussi qui est dans cette division. Et nous sommes présents dans ce qu'on appelle l'intralogistique, qui est l'automatisation des centres de tri, des entrepôts de stockage. D'accord. Machine de guerre à l'export, j'ai envie de dire oui, bien entendu, je ne peux pas dire autre chose. Pourquoi? Déjà parce que c'est dans l'ADN du groupe depuis des années. Oui. Quand je vous dis qu'on a 210 ans, on a des réalisations à l'export au 19e siècle. Dans des pays où nous sommes toujours présents, ce qui est une grande fierté. Et également, pour être plus récent, un dispositif d'accompagnement de l'ensemble de nos activités dans différents pays qui nous permet d'aller chercher les relais de croissance là où ils sont et de ne pas les laisser passer. Donc vous l'avez dit, un groupement de PME, c'est le terme. Pourquoi? Parce que je vous ai cité plein de métiers, plein de pays. C'est un groupe qui fait 2 milliards de chiffre d'affaires, plus en prise de commande cette année. Hein, je pense que 2022 va être une année record en prise de commande pour le groupe, pour des raisons que je pourrais développer un peu plus tard. Et chacune de nos sociétés est spécialiste sur un secteur d'activité et ou une géographie. Et en plus de ça, une organisation à laquelle j'appartiens pour accompagner, pour aider nos filiales à vendre à l'export et à bien vendre à l'export. On va y venir. 75% à l'export. Je crois, hein. C'est à peu près ça dépend des années. Oui. Comme vous le disiez, on est présent partout dans le monde, donc ça dépend ce qu'on appelle l'export. Si on prend l'Europe, l'Union européenne ou pas dans l'export. Si on est en dehors de France, oui, on est largement à ces chiffres-là. Et à noter quand même une reprise du marché européen et du marché français pour FIV ces derniers temps. D'accord. Alors, c'est là une des raisons pour lesquelles on vous a invité, c'est qu'avant d'être nommé directeur du développement international de FIV, vous en avez été le directeur du commerce et du financement export. Donc vous êtes, et c'est une des particularités de FIV. Très tôt, ils ont compris que ça, c'était clé à l'international. Pour quelle raison? En effet, donc j'avais un poste de directeur des financements export.
à l'intérieur de cette direction internationale que je dirige aujourd'hui, et spécificité par rapport à d'autres entreprises que j'ai pu connaître ou que je côtoie, cette fonction n'est pas dans une direction financière, mais bien dans une direction du développement international, dans une direction commerciale. Pourquoi ? Parce que dans notre business model industriel, donc sur des montants qui peuvent être importants, sur des géographies qui peuvent être complexes, et sur des temps de négociation, des temps commerciaux qui sont longs, le financement export est, avant d'être un outil financier, un outil commercial. Pourquoi ? Parce que moi j'aime bien dire, je l'ai dit, beaucoup dit, et je vais continuer à le dire, mon métier, c'est pas de mettre en place une offre de financement. Mon métier, c'est de proposer un financement à mon client. Derrière, qu'il utilise mon offre ou pas, ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est de mieux comprendre ses besoins. C'est de rentrer dans son organisation à un autre niveau. Je m'explique, quand on parle technique, quand on va parler offre technique, on va avoir en face de nous un directeur des achats, un directeur technique, des équipes, on va parler d'ingénieur à ingénieur. Quand j'arrive, que je lève le doigt et que je dis, au fait, ne soyez-vous pas intéressé par une offre de financement, on va avoir d'autres interlocuteurs en face de nous. Un directeur financier, un directeur général, peu importe. Mais en tout cas, une autre voie. Donc avoir une autre voie dans l'organisation de notre client, c'est avoir accès à une autre vision, c'est avoir accès à d'autres sources d'informations. Et je reviens sur le fait qu'on est sur des process de décision qui sont longs dans nos contrats. Qui dit long dit potentiellement un risque de se retrouver dans des situations de stop and go. Et quand il y a un stop, quand il n'y a plus de discussion technique, on peut continuer à essayer de savoir ce qui se passe sur le projet grâce à ces autres interlocuteurs qu'on a identifiés. C'est tout simplement et tout bêtement de l'intelligence économique. Donc pour moi, le financement export est un outil d'intelligence économique, en tout cas en ce qui concerne le business model de FIV. Alors justement, c'est une excellente transition parce que est-ce que c'est une réalité qui concerne toutes les entreprises ? Vous êtes dans un domaine spécifique, effectivement des contrats qui sont longs à se négocier. La première question que je souhaitais vous poser concrètement, est-ce que intégrer dans une offre une possibilité de financement, c'est un plus quand vous allez à l'international aujourd'hui. J'ai envie de poser la question, David, vous avez à peu près répondu. Pedro, est-ce que c'est ce que vous voyez aussi dans vos activités de banquier de l'export ? D'abord, le témoignage qu'on vient d'avoir est le témoignage d'une très belle histoire industrielle française, il faut le souligner. Et ça devrait tellement être une belle histoire de l'industrie française que vous devriez accueillir des cohortes d'entreprises pour prendre inspiration sur l'organisation que vous aviez adoptée depuis bien longtemps. Ça peut s'organiser entre BPI et FIF. Mettre la finance et la maîtrise de ces outils qui ont une technicité, un savoir-faire, une compétence particulière au cœur du commercial, c'est évidemment extrêmement différenciant. Ça ne fait pas tout. Ce n'est pas le financement qui fait gagner le deal forcément. En revanche, le monde dans lequel nous sommes est un monde ultra compétitif où la technologie qui est disposée naturellement doit être meilleure que les autres, plus efficace, plus accessible, moins chère, et que dans la compétitivité de l'offre s'ajoutent aujourd'hui des briques financières selon les géographies. Ce qui est certain, c'est que ça n'est pas un sujet qui est uniquement le sujet des ingénieurs ou des techniciens dans l'entreprise en termes de vente, mais c'est aussi un sujet qui permet de se différencier en fonction de l'écoute de l'attention ou du besoin du client, qui était souligné dans le propos de David, pour faire sur mesure une réponse à une problématique qui est la sienne. L'accès au crédit, la difficulté géopolitique locale, la visibilité sur les marchés, etc. etc. En somme, aujourd'hui, rien n'est inaccessible dans la technicité des produits dont on parle. Tout est à la portée d'un entrepreneur, pour autant qu'il s'entoure, on en reparlera, pour autant qu'il consacre le temps nécessaire à la compréhension de ces outils-là et qu'il soit en mesure de les proposer éventuellement à des clients qui en auraient besoin. Je termine sur un point important, c'est que nous sommes face à un monde qui s'est sensiblement fragmenté, qui s'est sensiblement fracturé, pour tout un tas de raisons que je ne vais pas reprendre aujourd'hui, mais que tout le monde connaît en regardant les actualités chaque jour. Et face à ces incertitudes, face à ces troubles, à ces inconnus qui se multiplient, FIV a fait partie de ces entreprises françaises qui n'ont pas posé le sac à dos malgré les crises traversées depuis plusieurs décennies, voire plusieurs siècles du coup.
Les entreprises aujourd'hui que nous soutenons à travers des outils de financement à l'international dont on va parler sont des entreprises qui ne posent pas le sac à dos pendant la tempête, qui prennent la mer quand les autres entrent au port et qui, pour pouvoir prendre la mer, s'équipent de financement, s'équipent de garanties, s'équipent d'une ingénierie financière qu'ils adoptent pour maintenir leur position commerciale. Et donc ça demande plus de professionnalisme, plus d'accompagnement et plus de maîtrise des outils pour être en capacité de mieux les expliquer et les vendre. Après, c'est à nous de faire le travail de la simplification, de la proximité, de la digitalisation, de l'évangélisation sur les marchés, de l'accès à ces outils. Voilà, c'est un travail de profondeur, mais qui passe par une inévitable approche de professionnalisation de la démarche exportation qui intègre la maîtrise des outils de financement. Alors il y en a plein, hein, on en parlera, oui, du trade au financement structuré. Voilà, c'est un peu la question que je souhaitais vous poser pour compléter. C'est quel type d'outils financiers vous utilisez Alors, il y en a plein, je vais essayer de ne pas être trop technique. Moi, j'ai mon préféré qui est le crédit acheteur. Le crédit acheteur, donc pour faire simple, c'est BPI en tant qu'agence de crédit export agissant pour le compte de l'État qui va venir assurer une banque. Et grâce à ce niveau de risque qui est finalement l'État français, la banque va pouvoir proposer à nos clients des taux d'intérêt plus bas et des durées de remboursement plus longues, puisqu'on améliore l'exposition au risque pour la banque. Pourquoi j'aime beaucoup cet outil ? Pour différentes raisons. La première, c'est que c'est un bon financement pour mon client, mais c'est aussi une bonne sécurité de paiement pour moi, exportateur. Je suis payé directement par ma banque française. Donc on élimine le risque, une partie des risques politiques de non-transfert, par exemple, mais il y en a d'autres. Et le client, en fait, rembourse la banque. Et le client rembourse directement la banque, qui est une banque qui doit être dans un pays de l'OCDE. Donc, autre raison pour laquelle j'aime bien cet outil, c'est qu'il y a deux contrats. Il y a un contrat commercial d'un côté, un contrat de prêt de l'autre. L'exportateur prend son risque industriel pour moi et la banque prend son risque de banquier et on ne mélange pas les deux. Après, c'est un outil qui n'est pas ouvert à tous les projets puisqu'il y a un certain volume à atteindre. Il y a un seuil qui a été abaissé dernièrement grâce, alors je vais faire un peu de pub pour BPI, mais grâce à la mise en place d'un outil qu'on appelle petit financement export, petit crédit acheteur. Donc BPI est capable d'intervenir en crédit acheteur, je crois, à partir de 5 millions d'euros. Oui. 1 million. Ah, en crédit acheteur, 5 millions. 1 million, c'est crédit fournisseur. C'est ça. Oui. Alors, belle transition vers le crédit fournisseur, qui est un autre outil. Alors que moi, j'aime moins, mais que je ne veux pas décrier, je l'aime moins parce qu'il n'est pas adapté à mon business model. D'accord. Voilà. Je ne rentrerai pas trop dans la technique, mais il y a un point particulier qui fait que ce n'est pas adapté à mon business model, c'est moins sécurisant pour moi, donc j'aime moins. Mais pour une entreprise, donc entre 1 et 5 millions d'euros, qui voudrait financer quelque chose et qui a besoin de se faire payer en une fois. Moi, mon problème, c'est que je ne peux pas me faire payer en plusieurs fois, et comme je suis un industriel qui fait des solutions sur mesure, j'ai besoin de rentrer des paiements au fur et à mesure de l'exécution de mon contrat. Donc ça peut être un bon outil aussi. Mais il y a plein d'autres choses qui existent. On a vu l'émergence ces derniers temps du leasing industriel. Comme il y a beaucoup de liquidités sur les marchés, il y a des entreprises des fonds qui se sont spécialisés là-dedans. Tout simplement, ils ont embauché des ingénieurs qui savent étudier la crédibilité, la faisabilité d'une offre industrielle, et donc venir accompagner en leasing certains En fait, des le contrats. client loue sa machine. Le client loue il sa la machine. paye, en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Et ça marche bien. Alors plutôt dans les pays développés, plutôt, on va dire, pays de l'OCDE. Oui. Ce qui est un bon complément à l'offre BPI, qui est moins compétitive dans les pays de l'OCDE. Et après, pour des petits montants, il y a des choses qui existent aussi. Je pense en particulier au crédit acheteur à paiement différé. Alors, crédit documentaire, non pardon, exactement. Oui, crédit documentaire à paiement différé. Oui. Merci de me reprendre. Sans faire trop de technique, c'est un outil bancaire qui permet à un exportateur, de nouveau, d'avoir en fait un engagement de paiement de sa banque. Oui. Un engagement de paiement de sa banque à partir du moment où il remet des documents à sa banque. Et ça, c'est le crédit documentaire classique. Et si on rajoute le côté paiement différé, on va remettre des documents à notre banque, on va être payé, mais le client, l'acheteur à l'étranger, lui, ne remboursera la banque qu'après un différé de paiement. Donc pareil, c'est sécurisant, c'est bon pour le cash et ça permet d'avoir des différés de paiement. Alors on est sur des durées plus courtes, le crédit acheteur, on peut aller jusqu'à 8, 10, 12 ans de remboursement. Le crédit documentaire, on va plutôt être sur du 6-12 mois. Mais des petits montants aussi. Et en fait, ça permet non seulement de financer le client, mais de lui accorder des délais de paiement, ce qui peut, par les temps qui courent, sont pas... Alors justement...
Est-ce qu'il y a des différences, pour rester sur ces outils encore malheureusement trop méconnus par pas mal d'entreprises, est-ce qu'il y a dans cette importance d'avoir au moins une solution financière à proposer, est-ce qu'il y a des différences entre si c'est des marchés publics ou des marchés privés? Est-ce qu'il y a des différences entre pays développés, pays en voie de développement? Est-ce que c'est des problématiques qui sont différentes ou moins aiguës dans les pays développés avec le privé qu'avec le public? J'ai pas de réponse toute faite à cette question, c'est du cas par cas. Ouais. C'est du cas par cas parce que, alors, de nouveau, l'offre publique française est quand même plus orientée vers les pays en voie de développement que vers les pays développés. On part du principe que, normalement, dans les pays développés, les systèmes bancaires sont suffisamment matures pour accompagner leur environnement. Dans les pays moins développés, l'État français, mais pas que l'État français, chaque pays de l'OCDE a son agence de crédit export. Pour la France, c'est BPI. Donc ces agences de crédit export viennent aider les exportateurs, mais aussi aider les pays en voie de développement qui ont des systèmes bancaires qui ne sont pas aussi solides que dans d'autres pays pour permettre un développement commercial de ces pays. Donc, ensuite, il y a la particularité à prendre en compte de qui est notre client. Est-ce que c'est un client public? Est-ce que c'est un client privé? Alors moi, je vais plutôt parler clients privés. J'ai beaucoup plus de clients privés que de clients publics. Et un client public, j'en ai qui sont finançables, j'en ai qui ne sont pas finançables. Il faut faire un peu d'analyse financière, il faut rentrer dans leur bilan, dans leur compte de résultats. Puis il faut savoir parfois les accompagner. Moi, j'ai des clients qui parfois sont des boîtes très saines, très bien organisées, pas endettées, mais qui ont peut-être les yeux un petit peu plus gros que le ventre. Donc on leur dit attention, il faut phaser parce que ton bilan n'est pas capable de prendre tel niveau de dette. Ou alors il va falloir aller. Alors, il y a tout un tas d'outils de financement que j'ai pas cités, mais ou alors si ça fait vraiment sens d'y aller, parce qu'il y a un vrai business model, mais la boîte est un peu petite, on peut aller vers du financement de projet. Où là on ne regarde pas la taille du bilan de mon client, mais on regarde la viabilité de son projet. Mais c'est une autre complexité. Enfin, vous parliez du métier de financement export chez FIV, mais également dans d'autres sociétés. C'est ça le cœur du métier. C'est d'accompagner nos clients dans cette réflexion-là. Et peut-être aussi, pour en terminer avec ce point-là, dans les pays développés, il est plus facile d'avoir du renseignement sur les entreprises, sur les acheteurs en fait, y compris d'ailleurs les États, que peut-être dans les pays en développement ou émergents où l'information financière n'est pas toujours très accessible. Ça dépend vraiment des pays, c'est pareil. Ouais. J'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises dans certains pays. Mais ce qui est sûr, c'est que la meilleure source d'information sur une entreprise, c'est l'entreprise elle-même. Et d'où l'intérêt d'aborder ces sujets de financement avec le client, c'est si on lui met l'eau à la bouche avec une solution de financement, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il se dévoile. Bien sûr. S'il est très intéressé par un financement, mais qu'il ne veut pas nous donner un chiffre, on va être embêté. Donc quelque part, on a de nouveau une porte d'entrée pour rentrer un petit peu plus dans l'intimité de nos clients. Alors pour être concret, c'est une coïncidence, je le dis aux gens qui nous écoutent, mais il se trouve que en ce moment, vous avez BPI est allé sur un projet de FIV au Mexique, je crois. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots du montage, le contexte et puis le montage qui vous a permis d'avoir ce contrat au Mexique? Oui, donc en effet, FIV a finalisé en fin d'année dernière le premier crédit acheteur réalisé par BPI Banque. J'ai beaucoup parlé de BPI Assurance Export, et moi, dans ces outils, il y a vraiment deux entités, le côté banque et le côté assurance export. Donc c'est en effet un crédit acheteur pour une vingtaine de millions d'euros, pour un atelier de broyage, pour un client privé, groupe familial, localisé dans le sud du Mexique. C'est un projet qui, dès le début, faisait sens industriellement parlant, puisque c'est une société de distribution de ciment qui remontait la chaîne industrielle, qui s'industrialisait un peu plus et qui remontait la chaîne de valeur. Donc, projet qui faisait sens, mais projet un peu complexe du fait de la structure financière d'un groupe familial, petit groupe familial mexicain. Et comme nous, on était convaincus, on a réussi à convaincre d'abord BPI Assurance Export de nous accompagner, mais de nous accompagner et de nous aider dans de la créativité financière, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le projet comme ça, sur le papier, première lecture, n'était pas si évident que ça. Donc il a fallu
que nous, on soit accompagnés, il a fallu que notre client soit accompagné, et très vite, le client a été en contact avec les équipes de BPI et très transparent. Sans la transparence qu'il a eue aussi, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Et il faut quand même le préciser, sur ce dossier, un soutien fort d'abord des équipes de BPI Assurance Export pour être créatif et trouver une solution qui convenait à tout le monde, qui était applicable. Mais une fois que cette solution a été trouvée et acceptée par tout le monde, il a fallu la mettre en œuvre. Et à la mettre en œuvre, là, on est passé du côté des équipes de la banque, donc d'autres équipes chez BPI, qui ont eu la patience, la pugnacité d'accompagner cette fois-ci notre client dans la mise en place d'une ingénierie financière un peu complexe. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, tout roule. Et je tiens à préciser que si on est allé voir BPI Banque, parce que voilà, ça fait partie de mon métier, je ne suis pas allé voir que BPI Banque, je suis aussi allé voir d'abord des banques commerciales, et je me dois d'ailleurs d'aller d'abord voir les banques commerciales, puisqu'il y a un principe de subsidiarité, mais seul BPI Banque a eu l'appétit d'abord et ensuite l'envie de nous accompagner sur ce projet un peu compliqué, parce que de nouveau, groupe familial mexicain dans un secteur d'activité qu'il ne maîtrisait pas forcément. D'accord. Alors, juste avant de conclure sur ce point, ces outils-là, on a parfois l'impression que c'est réservé quand même à des groupes, des grands groupes, quoi. FIF, c'est quand même pas c'est une très très grosse ETI. Pedro, est-ce que c'est des choses qui sont accessibles à des PME de plus petite taille pour des contrats de moindre importance? Oui, bien sûr. Permettez-moi d'abord de rebondir sur ce que vient de dire David. C'est l'exemple même d'une opération qui illustre à quel point on est dans parfois l'artisanat d'art. C'est-à-dire qu'on est dans l'expression d'un métier, qu'on façonne, telle une pierre, un tableau, une esquisse, pour customiser totalement l'approche de financement et d'accompagnement de l'entreprise, y compris du client. Deuxièmement, il y a, vous l'avez entendu dans les termes partagés, sur l'ensemble de la chaîne de valeur BPI France, une obsession du résultat. C'est-à-dire l'obsession de contractualiser, d'arriver au bout et de faire business. Voilà, on n'est pas dans une passivité, je pense que David en témoignerait, en matière de disponibilité et de mobilisation des équipes, y compris d'ailleurs sur place, puisque notre bureau mexicain de BPI France a été très engagé en allant sur le terrain, rencontrer plusieurs fois l'entrepreneur, l'accueillir à Paris, etc. Troisièmement, sur l'accessibilité de ces dispositifs, nous avons fait en sorte, alors avec deux formules, le rachat de crédit fournisseur ou le crédit acheteur, d'apporter une réponse à la demande du président de la République à des entreprises qui n'en trouvaient pas. Alors, non pas que les banques ne parviennent pas à faire des opérations comme celle-ci en général, c'est qu'elles ne le souhaitaient pas, majoritairement pour des raisons de coûts de production, pour des raisons de rentabilité et de mobilisation des équipes. Le ticket moyen du crédit export dans le monde et en France, c'est à peu près homogène, on parle en plusieurs centaines de millions d'euros par banque. C'est ça la réalité du marché. Alors, quand on a souhaité apporter cette ingénierie et la mettre à la portée finalement d'une TPE ou d'une PME, ce qui est le cas, et je vous donnerai quelques exemples, nous avons dû travailler sur des projets de 1 à 25 millions d'euros que nous opérons seuls, faute de combattants. Et donc, il peut y avoir ici ou là des banquiers qui montent à bord sur des projets de cette taille, mais reconnaissons-le, ils sont rares. En revanche, nous opérons sur cette tranche-là avec l'appétit de mettre à disposition une ingénierie financière et changer, parce qu'à la fin des fins, c'est ce que ça importe, la destinée de la PME qui en bénéficie. Une fois qu'elle a goûté à ça, soit ça se passe bien, ce qui est en général le cas, et elle n'en sort plus, elle est convaincue et elle sait qu'elle peut gagner plein de parts de marché grâce à ça, elle se l'approprie, elle se transforme, parce que ce que ne dit pas David, enfin ce que David incarne plutôt, dans son rôle au sein de l'entreprise, c'est que la montée en compétences que ça génère dans l'entreprise fait que vous en sortez transformé. Vous prenez une dimension juridique, fiscale, commerciale, technique et financière qui est sans commune mesure avec vos compétiteurs quand vous êtes une PME. Et donc, nous avons aujourd'hui des entreprises qui font 5 millions de chiffre d'affaires, 10 millions de chiffre d'affaires, 15 millions de chiffre d'affaires et qui vont vendre clé en main des centres de transformation agro-industrielle pour 1,2 million en Afrique subsaharienne, qui vont vendre des usines ou des lignes de production pour 4 millions d'euros ou 4,5 millions d'ailleurs. On descend de temps en temps au-delà de la frontière des 5 millions en crédit acheteur pour rencontrer des industriels locaux. Ce qui est passionnant au fond dans ce qu'on vient de se dire, c'est pas tant que oui, c'est compétitif, parce que c'est souvent moins cher et sur des durées plus longues que ce qu'on peut trouver dans les pays que l'on adresse. Mais c'est surtout qu'on crée des liens industriels entre des familles, et là on peut parler du lien entre FIV et cette famille mexicaine, mais ce sont de véritables histoires de familles qui se rencontrent autour d'un projet, entre des industriels de nos territoires et des industriels qui
honnêtement, découvrent, eux aussi, pour nombre d'entre eux, qu'ils peuvent être financés à travers un financement export venant de France. Alors, dans cette compétition mondiale, ils voient passer des Allemands, des Hollandais, des Suédois, des Italiens, et disons-le clairement, si nous avons lancé cette gamme de financement export chez BPI France en complément de la garantie publique, c'est parce que nos clients dans le monde disaient « je viens de voir passer les Italiens avec une offre de financement à 1 million d'euros, je viens de voir passer des Suédois avec une offre de financement ». Leur offre technologique, ce n'est pas la meilleure, mais ils ont un financement. Oui. Alors on va les choisir. Alors, parlons un petit peu d'actualité. Dans le contexte actuel, augmentation des taux d'intérêt, fragilisation de plein de pays, montée du risque pays, mettre en place des solutions pour proposer des solutions de financement ou des délais de paiement d'ailleurs à ses clients de l'étranger, est-ce que ça ne devient pas plus compliqué quand même ? Y a-t-il pas un impact actuellement là, des banques plus frileuses, des coûts de crédit plus importants ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose là qui est en train au niveau de la conjoncture qui est un peu assombrissant, on va dire ? Disons que le monde avance un peu en somnambule face à un inconnu qui est à l'avenir et une réalité immédiate. La réalité immédiate, c'est que la compétition est maximale entre les établissements financiers dans le monde en matière de distribution de crédit, que la montée des risques existe, mais que pour le moment les défauts n'ont pas explosé. C'est clair, on le voit d'ailleurs sur le comportement de remboursement sur les PGE, etc. Mais on sent ici ou là des fumerolles d'alerte sur un avenir qui se dit quand même très incertain. Alors oui, il y a de l'inflation, oui, il y a des risques qui surgissent ici ou là, oui, les taux montent, mais en termes d'accès au financement bancaire en France, je ne pense pas qu'on ait de difficultés majeures rencontrées par les entreprises industrielles de nos territoires lorsqu'elles investissent sur l'innovation, la décarbonation ou la réindustrialisation. Et quand vous êtes dans ces trois domaines-là dans votre champ d'activité, je peux vous garantir que toutes les banques commerciales essaient de se positionner, par exemple, pour financer votre décarbonation. Il y a une campagne massive aujourd'hui de distribution de crédit en ce sens. Donc, oui, le monde s'est complexifié et l'avenir moyen à long terme a déjà des réalités de difficultés qui peuvent se dessiner, mais attention, l'accès au crédit reste aujourd'hui relativement bien placé en France par rapport à la compétition internationale. Nos entreprises ont été mieux protégées sans doute pendant le Covid que nos compétiteurs en Europe ou dans le monde, ce qui se traduit par cette dynamique de croissance externe et de concentration que j'évoquais au début dans les chiffres de ces 9 premiers mois de l'année. Nos entreprises achètent leurs concurrents. C'est ce qui se passe en ce moment, parce qu'elles sont en meilleure forme, en meilleure santé et qu'elles saisissent des opportunités. Alors, David, vous confirmez que pour l'instant, vous n'avez aucun problème pour trouver des solutions ? Pour l'instant, on trouve des solutions. Alors, ça va se durcir, ça va arriver, comme à chaque crise. Ouais. Mais il n'y a pas de raison que celle-ci soit différente des autres. Là-dessus, j'ai envie de dire, puisqu'on parle de financement export, là, le financement export, c'est une aubaine. C'est une aubaine, pourquoi ? Parce que, je l'ai évoqué rapidement, mais ça va venir couvrir votre risque de non-paiement et votre risque politique. Et avant de prendre un engagement contractuel, en travaillant avec votre assurance crédit, en travaillant avec votre banquier, en travaillant avec des privés aussi, on ne l'évoque pas, mais il y a toute une offre privée aussi qui existe pour couvrir ces risques-là, on va avoir une photo du risque qu'on prend et on va savoir si on peut couvrir ce risque, à quel prix on peut le couvrir. Et ça va nous permettre de faire baisser le curseur du risque et de savoir si ce curseur il baisse suffisamment par rapport à sa propre acceptation de ce que c'est. Du niveau de risque. Mais ensuite, une offre bancaire, il y en a toujours. Et là, je rejoins Pedro là-dessus. Il y en a. Alors peut-être que l'offre bancaire pour tel ou tel projet, ça ne va pas être notre banque habituelle. Peut-être que ça va être une banque régionale un petit peu plus spécifique. Il y a des banques qui sont plus développées en Amérique latine, il y a des banques qui sont plus développées en Afrique, qui connaissent bien l'environnement. Moi, souvent, sur des dossiers un peu compliqués, j'y arrive parce que je vais trouver... Une des premières questions que je vais poser à mon client quand on parle de financement export, c'est « Qui sont vos banquiers ?» Parce que si on peut trouver une banque qui a un intérêt commun à financer mon client et à financer mes ventes, on a un partenaire de rêve pour l'opération. D'accord. Donc la solution, elle n'est peut-être pas évidente, mais elle existe. Et si elle n'existe pas, s'il n'y en a aucune, il faut peut-être, second effet, se poser la question de savoir si c'est vraiment une bonne opération. D'accord. Sachant que des opérations, moi je veux quand même préciser quelque chose et réagir sur ce que Pedro vient de dire. Aujourd'hui, le carnet de commandes de FIV se porte bien et on s'attendait à un fléchissement et ce n'était pas le cas. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'on travaille notre offre à être en ligne avec ce qui se passe aujourd'hui. Nos grands drivers aujourd'hui, c'est régionalisation.
Donc, régionalisation des installations de nos clients qui fait qu'on va avoir des opportunités pour les aider à se réimplanter dans certaines zones, mais régionalisation de nos implantations aussi, parce que du coup nos clients attendent une offre de services locale, donc tout ça se travaille. Un deuxième driver, c'est la digitalisation. On a accéléré ces dernières années, on n'a pas attendu la dernière crise, on a vraiment accéléré là-dessus avec une offre de digitalisation de grands ensembles industriels, avec une offre de gestion de la data pour faire de la maintenance prédictive. Je ne vais pas faire tout le détail ici. Et le troisième gros driver, c'est peut-être le plus important, c'est la décarbonation. D'accord. Et FIV aujourd'hui, j'ai quand même une bonne nouvelle à partager, FIV aujourd'hui a des solutions qui existent, qui sont solides, qui sont vendables pour décarboner une partie de l'industrie. Alors, j'avais prévu d'autres questions, mais comme le temps file, je vais passer à une question. Pedro, je ne peux pas l'éviter. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti là, en octobre. Alors, BPI France est épinglé sur plusieurs sujets, mais au moins un, c'est que les offres publiques, d'aide publique que vous avez et les cofinancements que vous proposez avec les banques sont méconnus des entreprises. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? Bon, je ne vais pas commenter tout le rapport, mais je dirais que d'abord, le rapport a le mérite de rappeler ce qui a été construit, ce qui a été bâti depuis une dizaine d'années en organisant un paysage français qui était très éclaté. Vous savez qu'il y a 5 ans, on disait on ne sait pas où commencer et avec qui commencer quand on veut s'adresser à l'international. Donc on s'est organisé, on a rangé la maison. Ensuite, que cette organisation doive monter en puissance, c'est une évidence, on y travaille. Et nous avons des résultats qui sont ce qu'ils sont, on peut les contester. Le déficit du commerce extérieur, il est abyssal. Ça ne se nie pas, pour tout un tas de raisons. On va atteindre des records sans doute en année 2022. Mais en face de ce déficit, dont on ne se satisfait pas, il y a des réalités et des motivations, liées notamment à plein de décisions qui ont démarré dans les années 2000, et que je ne reprendrai pas, qui ont mené à la désindustrialisation et à plein de conséquences. Mais il y a quand même des victoires récentes. Le nombre d'exportateurs qui augmente, nous sommes à 139 000, ce n'est pas suffisant, il n'y a pas de raison qu'on en ait moins que les Italiens, c'est notre combat. Et puis le volume. Mais le volume a l'héritage du passé. Le chiffre d'affaires de la France totalise quasiment à peu près 520 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021. À l'export. À l'export. Ce chiffre d'affaires de la France, c'est tout le paradoxe du plan de relance et de la relance de l'économie française et du réinvestissement, c'est qu'il a été historiquement bâti pour se rééquiper de matériel investi et acheté à l'extérieur, puisque l'offre française de construction ou de matériel n'existait pas. Donc on a un mouvement qui est un peu contradictoire, qui est que la dynamique commerciale française est excellente, mais elle importe énormément pour produire de l'énergie, des matériaux, et puis de la force de vente ou de production, puisqu'il y a aussi des manques de people dans les entreprises. On ne pas une entreprise qui a des difficultés. Et pour revenir précisément à votre sujet, l'angle sur lequel nous travaillons, nous, sur une pyramide, si on regarde le marché français des exportateurs, c'est un angle dans lequel nous adressons avec Business France et les chambres de commerce depuis 10 ans. Un sommet de pyramide des entreprises qui ne sont pas des primos, des entreprises comme FIV pour les plus aguerris, et des entreprises PME-ETI de taille plus modeste, mais qui ont l'export à 20% que nous souhaitons porter à 40% ou 50% dans leur chiffre d'affaires. Ces entreprises-là, il y en a peut-être 10 000, 15 000 environ maximum, c'est notre cible principale. Nous sommes au rendez-vous de cette cible-là. En revanche, il est vrai que, je vous ai parlé de 139 000 exportateurs, il en reste 115 000 en face. Et bien ces 115 000-là, évidemment, c'est la base de pyramide, ce sont des primos, des exportateurs épisodiques qui décrochent, il y a 25 à 30% de décrocheurs par an. Cette base-là nous connaît assez mal, vous avez raison. Pour autant, nous accompagnons toujours plus d'entreprises. La base de l'assurance prospection, pour vous donner un exemple, a été quasiment renouvelée à 100%. Mais oui, le rapport souligne que nous sommes au milieu du gué et qu'il pose la bonne question. Comment on fait enfin pour mettre l'export au bon niveau des priorités nationales ? Ça, c'est la question que le rapport devrait poser. Et au fond, c'est une des conclusions. Est-ce que l'export français, en termes d'attention, est à sa place en termes de moyens budgétaires consacrés, en termes de moyens humains consacrés ? Et est-ce que l'export est une grande cause nationale ou pas ? Là est la question que je pose en réponse finalement aux conclusions du rapport qui posent des questions auxquelles nous avons commencé à répondre d'ailleurs avec les équipes tant des chambres de commerce de Business France que l'écosystème privé.
Alors, le temps a filé. J'avais plein d'autres questions, mais on va devoir terminer. J'aimerais quand même, avant de terminer cette séquence, que chacun vous donniez, s'il y a un conseil à donner à des PME qui se développent à l'export, comment aborder cette question du financement, l'intégrer pour en faire un facteur gagnant vis-à-vis de ces marchés. Peut-être David, d'abord vous. Je le ferai en 2 temps. Un premier temps basique de formation, sans être un spécialiste, juste d'avoir une petite idée de ce que c'est et de comment ça fonctionne. Pour derrière, et ce sera mon mot de la fin, ce sera pour oser. Il faut oser proposer ces solutions, il faut oser rentrer dans ces sujets financiers avec nos clients quand ça fait sens. Et de nouveau, ça aboutira ou ça n'aboutira pas à la mise en place d'une offre de financement, mais ce qui est sûr, c'est que l'exportateur récupérera des informations clés pour lui permettre d'augmenter ses chances de succès. Et ça commence petit, c'est-à-dire que ça commence par comment puis-je lui accorder des délais de paiement peut-être un petit peu plus intéressants que ceux de mon concurrent. Ça commence par là. Ça peut commencer par là. Il faut bien les financer. Et des outils bancaires, des outils d'assurance crédit peut-être plus privés dans ce cas-là, avec un accompagnement juridique également, parce que tout ça doit se cadrer. Mais en effet, si on sait maîtriser ces outils-là, et quand je dis maîtriser, il ne faut pas devenir un expert, il faut avoir le vernis nécessaire pour pouvoir en parler avec son client. Et puis derrière, il faut bien s'entourer d'un banquier, d'un assureur crédit. Et si on doit aller un peu plus loin, il y a une offre privée. Il y a des spécialistes du crédit export qui proposent leurs services à des entreprises qui n'ont pas forcément la taille à l'export pour avoir quelqu'un à plein temps sur le sujet. Mais l'environnement existe pour faire de ces outils du financement une force supplémentaire dans nos offres à l'export. Pedro ? Les outils dont nous parlons sont des éponges à stress dans les modèles de nos PME, c'est-à-dire que nous absorbons ce stress que génère l'international, qui est souvent un choc pour l'entreprise, pour tout un tas de raisons, de risques, de délais de paiement, d'incertitudes, de déséquilibre de déséquilibre avant, comme on dit souvent, par rapport au track historique. Donc d'une certaine façon, nous effaçons ce jeu de la peur qui peut s'installer dans le moral des entrepreneurs pour aller sur le jeu de l'audace. Et on permet cette audace, cette prise de risque, oser aller se développer international parce qu'on va se professionnaliser, c'est ce que je vous disais en introduction, s'entourer des compétences, elles existent. Ces dispositifs de garantie d'ailleurs, et j'en termine, ou de financement, ils ne sont pas là, comme le disait David d'ailleurs très justement, pour faire à la place du marché quand le marché ne veut pas y aller. En revanche, ils sont là pour permettre au marché de faire, notamment les outils de garantie et d'assurance crédit, qui sont les plus puissants de la gamme, permettent aux banques commerciales qui font un travail immense en soutien des PME françaises dans les régions. C'est d'abord les banques commerciales françaises qui font le travail. Nous les couvrons et garantissons pour qu'elles puissent accompagner leurs propres clients. Mais ces entreprises-là et ces banques-là ont besoin de dispositifs qui soient plus proches des régions, plus digitaux, plus rapides dans les décisions, plus transparents dans les process. Donc au fond, il y a, et je le répète assez souvent, il y a tellement de dispositifs aujourd'hui de sécurité qu'on doit mieux faire connaître, ce que le rapport nous rappelle, qu'il est plus risqué de rester à domicile que de se projeter à l'export avec de nouveaux clients en conquête. C'est le mot de la fin, ça. Alors, merci à tous les deux d'avoir partagé avec nous vos savoirs et expériences. Justement, on parlait de banquiers commerciaux. Nous retrouvons dans un instant Arnaud Fleury pour une séquence qui nous permettra de découvrir justement, à travers le témoignage de Jean-Luc Estrade, qui est responsable des partenariats au sein du pôle international du Crédit Agricole, une grande banque française, ce qu'un banquier privé peut faire pour justement accompagner ses clients dans la création de solutions financières pour ses propres clients étrangers. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Merci. Merci. Voilà, merci Christine. Eh bien, bonjour à vous tous. Nous, on se retrouve pour faire un point avec une grande banque française présente à l'international. Comment ? Eh bien, elle peut aider les exportateurs à boucler, à travers ses financements, à boucler un certain nombre de contrats à l'international. Je suis avec Jean-Luc Estrade. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, vous êtes le responsable des partenariats au sein du pôle international du groupe Crédit
Agricole. Alors, Jean-Luc Estrade, les stratégies là aujourd'hui des entreprises sur les marchés étrangers peuvent emprunter évidemment des voies très très différentes selon leur capacité, selon leur profil, selon leur secteur, bref, selon leurs ambitions. Alors, quelle est la politique finalement d'une banque à l'international, comme le Crédit Agricole, avec une implantation donc mondiale, pour les soutenir financièrement et avec quels moyens finalement? Oui, écoutez, je crois que vous avez effectivement bien résumé la diversité des stratégies qu'empruntent nos clients pour développer des parts de marché à l'étranger. Et ça va, je dirais, des stratégies peu consommatrices en capitaux. Par exemple, l'e-commerce qu'on a vu fleurir ces toutes dernières années, qui représente déjà une part conséquente de l'export français. Et puis, ça va jusqu'à des formes relativement gourmandes en capital, qui peuvent être de l'implantation pure et simple, parfois pour produire sur place, et qui peut aller jusqu'à la croissance externe, là aussi, qui a eu tendance à se développer ces toutes dernières années. Et derrière, je dirais que c'est des stratégies qui engagent généralement les entreprises sur la durée, avec des retours sur investissement qui vont mettre plusieurs années avant d'être constatés, avec un certain nombre de dépenses, certes, en biens matériels, des dépenses matérielles, mais aussi des dépenses à caractère immatériel. Et derrière, pourquoi, je dirais, il est intéressant d'en parler avec la banque et à quel moment Je vais vous donner une vision qui est peut-être un peu personnelle, mais il me semble que c'est quelque chose qui doit être discuté pour être efficace dès l'amont, dès la partie réflexion stratégique de l'entreprise. Et en particulier, il y a un moment clé, c'est celui où va être élaboré le business plan de l'entreprise pour attaquer le marché visé. Pour différentes raisons, parce qu'il va y avoir de la thématique comment je finance, et puis il y a aussi, puisqu'on va vendre à l'étranger, une thématique où la banque a quand même quelque chose à dire, puisque c'est son métier de tous les jours, c'est comment on va gérer les paiements, dans l'idée d'être payé, dans les délais, sans risque de non-paiement, sans risque politique qui vient interférer, etc. Et pourquoi on est légitime c'est d'abord... parce que vous connaissez bien le client, évidemment. Alors, on connaît bien le client. On connaît bien le pays à l'export. Alors ça, je pense que c'est une des grandes forces des banques françaises, des grandes banques françaises. C'est qu'elles ont une présence qui est historique à l'international. Nous, c'est 50 pays. On a une vraie expérience de terrain et on est vraiment intéressé à faire du partage d'expérience. Non seulement parce qu'on accompagne au quotidien un grand nombre d'entreprises, mais parce qu'on a ce recul à aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Estrade, évidemment, aujourd'hui, on est dans une époque où les trésoreries se tendent, on est même dans un certain stress financier, on dira, dans un certain nombre de pays qui connaissent de gros risques, une combinaison de risques croissants auxquels on ne pensait pas forcément il y a encore quelques mois. Alors vous avez un peu défloré le sujet, mais finalement, comment la banque va pouvoir aider ses clientes, ces entreprises clientes, à avoir, grâce à son financement, parfois des financements originaux, parce qu'il n'y a pas que le crédit export, mais on peut en parler, en faire une clé du succès pour le développement de l'entreprise et qu'elle gagne des contrats? Alors, je dirais qu'il y a deux étapes pour regarder le sujet. C'est peut-être un peu théorique, mais je crois que la première étape, et en lien avec ce qu'on vient de dire, la banque, elle a une expérience. Et donc, elle est en capacité d'apporter de l'information de terrain. Comment, par exemple, un acheteur étranger peut se financer? Est-ce qu'il a facilement accès au crédit auprès de ses banques dans le pays? Est-ce qu'il a facilement accès aux devises? Et lesquelles? Est-ce que le crédit interentreprise dans le pays est une pratique courante? Qu'est-ce qu'il a l'habitude de manipuler comme instrument de paiement? Ça, si vous voulez, comme c'est notre quotidien, on peut facilement en parler sur un grand nombre de pays. Et avec des gens qui sont sur place, à l'étranger. Enfin, en ce qui nous concerne, on fonctionne comme ça pour les PME, les ETI. Et donc, cette information, on va l'utiliser en conseil. Mais pourquoi c'est important? Si on vous dit, aujourd'hui, la PME en Grèce, elle va avoir accès au crédit à tel niveau de taux d'intérêt sur une durée qui va potentiellement être limitée à tant d'années, voire tant de mois, ça doit faire naître un certain nombre d'idées. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dans l'offre commerciale en matière de financement pour en faire un argument décisif?
Puis il y a aussi le défensif, parce que nos concurrents européens ne nous ont pas attendus, eux aussi, pour introduire du financement dans leurs offres commerciales. Et donc il faut être à niveau, là aussi, des propositions qui peuvent être faites aux acheteurs. Bon, surtout que le crédit export n'est pas toujours évident, c'est parfois long à monter, etc., assez coûteux par certains aspects. Donc bref, il faut aussi trouver autre chose, évidemment, se tourner vers son partenaire bancaire pour assurer son financement à l'export, pour notamment viser de grosses commandes. Alors, il y a évidemment la question de l'implantation sur place. Mais ça peut nécessiter de très très gros investissements, d'ouvrir une filiale ou une succursale sur place. Quels conseils vous pourriez donner là aux candidats qui sont désireux de s'implanter physiquement à l'étranger sur le long terme ? Je dirais d'abord que c'est quelque chose que l'on pratique chaque année pour des centaines d'entreprises. Un point qui est fondamental, encore une fois, c'est d'en discuter le plus en amont possible. On parlait du business plan, c'est le moment idéal pour voir avec le banquier comment celui-ci sera en capacité d'apporter une réponse, un montage financier global, en allant chercher les solutions au sein de sa propre gamme d'instruments financiers, mais aussi, en tant que de besoin, le banquier il va aller chercher ce qui existe au niveau de la sphère publique, en particulier de BPI France, pour compléter sa propre offre et proposer un montage global. Et j'ajouterais, quand il y a de l'implantation, on va réfléchir aussi à ce que l'on peut lever en capitaux à l'étranger, sous quelles conditions, avec quel degré d'optimisation, etc. Et l'autre point très important, si je puis me permettre, c'est qu'on va nous-mêmes inciter fortement l'entreprise à s'entourer d'expertise qui vont servir à tout le monde pour avoir un montage financier optimisé. Qui est-ce ? Qui sont ces experts ? Ce sont des experts en fiscalité dans le pays d'accueil. Ce sont des experts juristes parce que des aspects réglementaires vont interférer sur le montage financier. Et ces experts, il ne faut pas les choisir n'importe comment. Il faut que ce soit, comme pour la banque, des gens qui ont aussi une expérience du transfrontière. Et ça, c'est beaucoup plus rare à trouver. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'expertise transfrontière. Et je vais vous donner un exemple bête, si vous voulez bien. Bien sûr. Parmi les solutions de financement d'une implantation à l'étranger, on pourrait se dire, on va aller solliciter les banquiers sur place dans le pays. Mettez-vous quand même juste dans la position d'un banquier étranger, mettons même dans un pays proche, en Allemagne, qui va voir arriver un chef d'entreprise français, d'une PME française, qui n'a jamais été présente physiquement sur et qui n'a donc pas de référence, en quelque sorte. Voilà, exactement. Et donc pour lui aussi, ça va être louche, en quelque sorte. Enfin, louche, disons qu'il va devoir faire attention. Comment analyser son propre risque, si on se met du côté de l'entreprise allemande. Donc, l'accès au crédit peut être un peu compliqué si on y va seul pour en discuter avec une banque allemande. Donc, il va falloir réfléchir à comment le banquier français va aider l'entreprise française à obtenir du crédit en Allemagne. Et puis, je dirais aussi que ce montage financier, il faut le réfléchir également sur la manière dont on va apporter les fonds depuis la France. On peut prêter, et nous on le fait tous les jours, des fonds, généralement à moyen terme, sur la maison mère. La question qui va se poser après, comment la maison mère française, notre client, va amener les fonds à la société filiale qu'il a créée en Allemagne ? Est-ce qu'il va le faire en capital ? Est-ce qu'il va le faire en compte courant d'associé ? Est-ce qu'il va le faire en prêt inter-entreprise ? Et comment ces fonds qui sont apportés à la filiale Exactement. Mais ça dépend du pays. Voilà, c'est tout le problème du contrôle d'échange, évidemment. Dans beaucoup de pays le rapatriement des devises et des opérations de compte courant. Et même de fiscalité. Et même de fiscalité. Alors, pour conclure, Jean-Luc, c'est ce que vous disiez, vous avez cité BPI France. Alors évidemment, les entreprises sont beaucoup sollicitées aujourd'hui par l'écosystème public et parapublic, et puis auquel vous vous greffez parce que vous faites des cofinancements. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que vous, par rapport à eux, c'est dès la réflexion stratégique, et on en revient à ce que vous nous disiez au départ, c'est dès la réflexion stratégique que la banque, elle, peut s'inscrire aux côtés de son client. Oui, alors je crois d'abord qu'on est extrêmement complémentaires, et c'est pour ça que chez nous, il y a un certain nombre de partenariats qui ont été noués et qui se traduisent au quotidien par une présence du banquier et du prestataire de services auprès des entreprises.
pour un package global de solutions, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui dans un environnement où les risques deviennent majeurs, risques politiques, risques de non-paiement, risques de conformité dont on parle peu, mais qui font prendre des risques importants à un chef d'entreprise et à son entreprise, et puis risques de change. Et tout ça, vous êtes obligé de l'aborder dès le départ. Dès le départ, merci donc d'avoir été en notre compagnie, donc Jean-Luc Estrade, pour ce regard, cet éclairage que peut apporter une grande banque française, internationale, présente à l'international, donc pour épauler des stratégies de développement commercial à l'étranger, notamment pour les PME françaises. Merci d'avoir été en notre compagnie. Donc Jean-Luc Estrade, le Crédit Agricole. On se retrouve dans un instant avec Christine Gilgui qui va recevoir notre premier témoignage d'entreprise dans cette problématique aujourd'hui du financement, comment faire une clé du succès à l'international. Et puis après, moi je vous retrouverai avec deux autres belles PME aussi, des belles histoires. On se retrouve dans un instant. Merci. Je vous retrouve donc pour cette séquence témoignages d'entreprise que je vais co-animer avec Arnaud, qu'on retrouvera tout à l'heure. Alors, Reza Airport Data System, ce nom ne vous dira rien, mais en revanche, il parle au Nigérian parce que cette société nantaise est en train d'équiper 22 aéroports du Nigeria avec ses logiciels de gestion aéroportuaire. C'est par exemple ce qui permet aux panneaux d'affichage des vols de fonctionner. Mieux, cette PME nantaise se débrouille toute seule avec ses banquiers pour financer ses risques et continuer à décrocher des contrats. C'est pour en savoir plus sur cette stratégie que nous avons invité son directeur général, Renaud Villard, à venir partager avec nous son expérience. Bonjour Renaud. Bonjour Christine. Et je vous remercie d'autant plus d'être passé que vous revenez de Dubaï et donc et que vous êtes passé entre un avion et un train. Oui. Voilà, merci beaucoup. Alors je vous ai introduit un petit peu rapidement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés sur Reza, ce qu'elle fait, ses marchés ? Oui, bien sûr. Donc Reza, c'est une PME qui a 30 ans. On a fêté nos 30 ans l'année dernière. Et on est dédié à l'univers aéroportuaire et en particulier aux logiciels qui permettent de faire fonctionner les aéroports. Donc vous avez mentionné le téléaffichage. Donc ça, c'est une façon, effectivement, c'est une phase visible de notre activité. L'essentiel de nos produits vont permettre, par exemple, d'enregistrer, d'embarquer les passagers et les bagages, de gérer les vols, de suivre les passagers avec de la biométrie maintenant, de faire tout ce qui est automate d'enregistrement et d'embarquement. Donc on est très actif là-dessus. C'est un marché de niche, comme on dit, donc assez peu de concurrence au niveau mondial, une dizaine de gros concurrents. Et Reza, donc je vous l'ai peut-être dit, c'est 50 personnes. On est en train de franchir le cap des 50 personnes avec difficulté parce que comme tout le monde, on a du mal à recruter des ingénieurs en ce moment, mais on cherche activement. C'est, pour reprendre des chiffres qui veulent dire quelque chose, donc pré-pandémique, c'est en 2019 19 millions de chiffres d'affaires pour un résultat de 5,3 millions d'euros. Voilà. Et depuis 2019, qui était la référence en termes de chiffres maximum sur le marché mondial, on remonte la pente en espérant retrouver cet équilibre, enfin ce volume d'affaires entre probablement l'année prochaine, on espère. Mais tout ça dépend du contexte géopolitique. La part de l'export dans ce chiffre, c'est énorme. La part de l'export, c'est 70% voilà, des nouvelles affaires. Très, très significatif. Alors, votre activité est très liée à des appels d'offres oui. que vous suivez comme du lait sur le feu. Ce sont des appels d'offres plutôt publics. Oui. Et à la fois dans des pays développés comme dans des pays émergents ou en développement, plus peut-être dans des pays en développement ou émergents. Pourtant, vous vous débrouillez tout seul, avec vos banques, sans être public à l'export. On en a beaucoup parlé en ouverture de cette émission. Comment faites-vous ? Alors, d'abord, vous avez raison. On adresse un marché mondial. Donc, on est dans une soixantaine de pays. On équipe 300 aéroports. Ça représente en tout 1000 systèmes qui sont installés dans ces aéroports. Et donc, il faut effectivement aller chercher les marchés où ils se trouvent, au gré des appels d'offres la plupart du temps, avec des structures publiques ou semi-publiques.
Alors, comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, nous, on a un business model qui est finalement assez simple, dans lequel on couvre une petite partie de nos risques, et ensuite on demande aux clients des garanties bancaires qui doivent nous permettre de passer l'affaire sans prendre trop de risques, justement. Nos banquiers nous suivent, mais nos banquiers ne financent pas ces opérations. C'est bien Reza, sur ses fonds propres, qui prend les risques. Alors, je peux vous détailler, si vous voulez, un peu le mécanisme de ces déjà, affaires. ça commence par un acompte. Voilà. Une fois que vous avez décroché le... Donc qu'est-ce qu'on vend? On vend, globalement, on vend des matériels, des hardware, on vend des logiciels que l'on développe nous-mêmes, et on vend de la ressource humaine, de la prestation technique, d'installation, d'assistance, de formation. Et donc, ces postes de coûts n'ont pas la même criticité pour Reza. Comme nous ne sommes pas nous-mêmes fabricants de hardware, on va aller acheter les hardware à des fournisseurs, et ça, c'est un coût externe. Et ensuite, je distingue donc ce coût externe d'un coût plus interne, qui correspond à nos charges habituelles, de salaire en particulier. Et donc, tout ce qu'on vend en assistance technique ou en logiciel, finalement, sont des coûts qu'on porte directement chez Reza. Et donc, une affaire standard pour Reza, c'est une affaire dans laquelle on va demander un acompte, de l'ordre de 20 à 30% au client. Ensuite, on va lui demander une garantie bancaire pour récupérer la plupart des matériels qu'ils nous achètent au titre de nos systèmes. Et puis, le dernier terme de paiement, ça va être la mise en service qui correspond en général à 10 ou 20% du montant de l'affaire. Et donc, pour Reza, le risque principal, il est bien sur la partie matérielle et la partie finalement la plus importante qui correspond à peu près à 60-70% du deal. C'est donc cette partie-là qu'il faut absolument couvrir. Pour le reste, on accepte de prendre un certain risque, notamment sur le dernier terme de paiement, puisque une fois que c'est installé, finalement, vous n'avez plus de moyens de pression pour récupérer cette somme-là. C'est de l'ordre de 10-20%. C'est de l'ordre de 10-20%. Alors, c'est pas qu'on se fiche de 10-20%, mais il ne nous est jamais arrivé, en tout cas, d'avoir une défaillance de la part de nos clients sur cette étape-là. Alors, j'aimerais, juste pour qu'on visualise bien, c'est quoi le montant moyen des contrats? Par exemple, je donnais l'exemple des aéroports nigérians. C'est un contrat de quel montant à peu près? Alors le montant est évidemment confidentiel, comme la plupart du temps dans ces affaires, mais c'est entre 3 et 10 millions d'euros. D'accord, à chaque fois. Non, le montant moyen d'une affaire, c'est plutôt proche d'1 million d'euros chez Reza. D'accord. Voilà. Il se trouve que c'est une affaire particulière puisque c'est l'ensemble d'un pays qu'on équipe avec beaucoup d'aéroports, mais ça nous est déjà arrivé d'équiper tout un pays, que ce soit au Pakistan, en Ouzbékistan, au Zimbabwe, enfin dans des pays parfois un peu exotiques. D'accord. Et donc les problématiques sont les mêmes. Bon, déjà, il faut avoir quand même des fonds propres solides, bonne trésor. Oui. Et vous avez quand même un moyen de pression redoutable, c'est que si le client ne paye pas, c'est vous qui me l'avez dit, hein, vous coupez. Et donc ça, c'est embêtant pour un aéroport. J'espère que je ne vous l'ai pas dit comme ça, mais... Non, c'est moi qui caricature. Oui, alors vous avez raison, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, nos progiciels sont livrés aux clients avec une licence d'utilisation illimitée. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, ça lui appartient et c'est pour toujours. Maintenant, dans le monde, dans l'univers informatique, et en particulier le logiciel, il y a beaucoup de mises à jour en permanence, soit liées aux évolutions fonctionnelles du produit, que Reza inclut dans sa maintenance logicielle, mais aussi aux contraintes externes, et la plupart du temps, c'est lié à des évolutions de parc matériel, donc qui dit changement de station de travail, dit changement de système d'exploitation du type Windows, et là, ça exige aussi des mises à jour permanentes. Plus le fait qu'on est en connexion permanente avec l'ensemble des compagnies aériennes dans le monde pour faire fonctionner ces compagnies aériennes au sein des aéroports, tout ça exige un support constant. Donc, ce n'est pas qu'on coupe le service. Un aéroport qui a acheté un système Reza, il peut continuer d'afficher les informations, d'enregistrer ses passagers,
La seule chose, c'est qu'il va plus bénéficier du support puisqu'il ne le paye plus ou il n'a pas fini de le payer. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas une société au monde qui continue de travailler gratuitement. Donc, on se met juste d'accord avec le client pour dire, écoute, tu as renoncé à nous payer le support, donc ne nous demande pas d'évolution. Et en général, dans un monde où les standards et les normes évoluent très vite avec des associations de compagnies aériennes qui ont besoin de certaines références, assez vite, l'aéroport se retrouve coincé. Donc, c'est une forme de moyen de pression, en effet. Oui. D'accord. Comment répondez-vous à des clients qui vous demanderaient soit des délais de paiement, soit peut-être une solution de financement? On n'est pas très souple. Ouais. On n'est pas très souple. On n'a pas beaucoup d'outils à notre disposition. Alors, c'est surtout, de toute façon, le financement, c'est une affaire de confiance. Si je caricature à l'extrême, si ADP nous demandait un jour un financement, Aéroport de Paris, qui est dans notre top 3 de clients depuis 30 ans, il est évident qu'on pourrait les accompagner. On a entièrement confiance dans ADP. Dans certains pays, c'est plus compliqué, donc on a plutôt tendance à refuser, malheureusement. Donc vous m'avez même dit, je leur conseille d'aller voir leur banque. Oui, nous on n'est pas banquier. Alors dans des pays où les taux d'intérêt sont tels que même en passant par un intermédiaire comme Reza, ça pourrait marcher. Alors un intermédiaire, je caricature, je ne suis pas intermédiaire financier, je n'ai pas le droit de gagner de l'argent en vendant du crédit quelconque. Mais on pourrait les accompagner, mais on n'est pas structuré pour. On est 50 personnes, on n'a pas de service financier qui pourrait prendre ça en charge, etc. Alors, il y a quand même une solution qui vous aurait intéressé, c'est les crédits acheteurs de BPI France. Ce sont des mécanismes qui permettent de financer directement l'acheteur. Et vous m'avez dit, ça ne peut pas marcher avec nous parce que pour l'instant, on n'a pas... Alors, expliquez-nous pourquoi. Alors, en toute honnêteté, on l'a essayé une fois. Donc, je ne veux pas que ça soit pris comme une généralité. Et sûrement, si BPI était là, il nous expliquerait que ça peut aller beaucoup plus vite. On a un souci avec BPI sur cette offre de crédit acheteur, c'est que ça prend un certain temps à BPI de qualifier finalement la solvabilité du client final. Et je le comprends. Mais les délais ne sont pas compatibles avec les délais des appels d'offres internationaux qui nous sont soumis. Autrement dit, quand vous avez 2 mois pour répondre, que dans l'appel d'offres, il vous est demandé une proposition avec un investissement upfront et puis ou une solution de financement. Cette solution de financement sur des montants assez importants, nous, on ne souhaite pas prendre ce risque-là. Et donc, BPI a l'outil idéal pour des sociétés comme la nôtre, sauf que BPI va mettre à peu près 6 mois à qualifier cette solvabilité du client final, et donc ça ne peut pas coller dans le délai des 2 mois qui nous sont demandés. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on ne fait pas. Du coup, vous... on répond, on va dire qu'on répond à la solution, à l'offre upfront, mais qu'on n'a pas de solution de financement à proposer. Et effectivement, là, en dernier recours, on va leur dire, allez-vous plutôt voir votre banque, parce que nous, on ne sait pas faire. D'accord. Mais ce n'est pas très bien vu. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, Reza, c'est un peu une exception dans ce marché, puisque nos concurrents sont plutôt des sociétés qui sont d'une taille de 4 000 à 20 000 personnes. Ouais. Donc on n'est pas sur la même dimension, et eux ont probablement des moyens de financement que nous n'avons pas en tant que PME. D'accord. Et que vos banquiers ne vous apportent pas non plus, en tout cas, en des... Non, c'est pas... pour être honnête, on ne les a jamais testés parce qu'on ne les a jamais sentis capables de nous accompagner sur ces projets-là. D'accord, ok. C'est fréquent ou bien c'est quelque chose qui se passe de temps en temps? Alors, comme on a la chance d'être sur un marché de niche, on est assez sollicité par les clients finaux qui nous connaissent, qui nous connaissent. Il faudrait qu'ils nous connaissent encore plus et qu'ils soient plus nombreux à nous connaître, mais on a plutôt une bonne réputation sur le marché et on a une certaine notoriété, donc ils viennent nous voir. Et la plupart du temps, on arrive à leur expliquer notre modèle économique qui est finalement très rentable pour eux, même en l'absence de financement. Autrement dit, quand la différence de coût total leur permet de gagner de 30 à 40% sur la solution, ils se posent la question du financement, en effet. Donc comme on est très rentable, comme on est très compétitif, mais on est aussi très rentable, mais comme on est très compétitif, on arrive à se battre contre des sociétés qui proposent du financement, mais à un coût très élevé.
D'accord. C'est peut-être parce que vous êtes plus agile que... C'est le propre donc d'une vous PME. pouvez aussi... donc, oui, tout à c'est fait. le propre d'une D'accord. PME. Alors, une dernière question. Il faut bien parler quand même de l'actualité. Êtes-vous impacté d'une manière ou d'une autre par le contexte actuel dégradé, avec la hausse généralisée des taux d'intérêt dans le monde, des pays qui sont fragilisés au plan financier? Est-ce que vous ressentez ça d'ores et déjà ou pas? Alors il y a toujours eu une inertie entre une situation économique, sanitaire, politique, mondiale et l'impact dans les aéroports. Il y a une inertie de quelques mois, le temps que les aéroports s'adaptent à la nouvelle situation. Alors là, ils sortent juste, ils sont tous en train de sortir d'hibernation. Il y en a encore qui sont au chômage partiel. C'est vraiment un secteur terriblement affecté. Et l'espoir était au bout de l'année, là, au bout du chemin. Alors la situation en ce moment est surtout tendue à cause de la guerre en Ukraine. Alors nous, on est particulièrement exposés parce qu'on équipait à la fois la Russie et l'Ukraine. Donc ça, évidemment, là, on attend un petit peu de voir ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire. Mais c'est évidemment morne pleine de ce côté-là. Pour le reste, il y a encore un certain optimisme sur la reprise du transport aérien. Donc on va croiser les doigts pour l'année prochaine. D'accord. Ok, merci. Merci. Peut-être un dernier mot. C'est peut-être dans des contextes pareils qu'il faut aussi être très, très, très vigilant et très, très rigoureux sur les questions de financement. Ah oui, oui. Et sur les aspects financiers, les équilibres financiers des projets, etc., non? C'est vrai qu'on prend de moins en moins de risques, en ce moment en particulier. Oui. Et de toute façon, toutes les offres sont très limitées dans le temps en ce moment parce que, notamment à cause des pénuries de composants qui font qu'on n'a plus aucune date qui tienne et que d'un jour à l'autre, on peut prendre 6 mois de retard sur un projet. Donc quand un projet prend 6 mois de retard parce qu'il n'y a plus de ressources, parce que les livraisons sont en retard, parce qu'il y a des problèmes de logistique mondiaux, c'est sûr qu'on est doublement vigilant sur le financement. Merci Renaud d'être venu Merci, partager votre expérience avec nous. On va écouter dans un instant 2 autres témoignages d'entreprise sur un plateau animé par Arnaud Fleury. Bonjour, on se retrouve donc pour notre deuxième séquence de témoignages de PME à l'international et voir comment, par leur financement, elles peuvent en faire un facteur de succès dans leur développement à l'international. Avec 2 belles PME, vous verrez, dans des secteurs différents, qui viennent d'endroits différents de France, qui ont des problématiques de financement différentes, mais qui, dans le contexte actuel, performent bien. Encore. Alors, 2 invités, c'est Sam Bassoun. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie ici, donc au studio du MOSI. Vous êtes le directeur associé en charge de l'export et du développement international de France Kitchen. C'est une belle PME française qui produit en France et qui conçoit, fabrique et assemble des cuisines professionnelles en inox pour l'hôtellerie, la restauration, les hôpitaux, les collectivités, les cantines, etc., avec beaucoup de grands exports. C'est bien ça? C'est exact. Parfait. Merci d'être donc en notre compagnie. Je le disais, près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis, Julien Marigot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général de Cefmat, basé au Hayan, en Gironde, c'est ça? Exactement. Vous aussi, merci d'avoir accepté de venir, de faire le déplacement. Alors, vous faites de la production de ce qu'on appelle des flammes techniques pour l'industrie. Racontez-nous. Alors en fait, on développe en effet des flammes techniques pour des applications différentes, pour l'emballage principalement avec la marque Ripac, pour la rétraction de films autour des palettes par exemple. Ouais. On fait aussi du désherbage thermique sous la marque Ripagreen. Là, on va chauffer une plante indésirable pour qu'elle stoppe sa photosynthèse. Ouais. Et puis on fait du marquage routier, on fait du flammage industriel, voilà. Toutes les applications où il y a besoin d'une flamme très spécifique. Ouais, 7,5 millions d'euros et ce fameux pistolet pour la rétraction du plastique, effectivement, pour faire des pièces énormes, par exemple, qui ont besoin d'être emballées, etc., ou des palettes, vous êtes le leader mondial, c'est vrai? Exactement, oui. Il est le leader mondial. Alors, Sam, on va démarrer avec vous, Sam Bassoun, donc du côté de France Kitchen. Qu'est-ce qu'on peut dire là de la conjoncture avant qu'on parle de nos problématiques de financement? Encore que c'est lié, parce que dans la conjoncture actuelle, on peut penser qu'il y a un certain stress financier aujourd'hui dans les rapports contractuels. Qu'est-ce qu'on peut dire de vos carnets de commandes en cours et à venir?
carnet de commandes bien rempli pour 2022 et 2023. La problématique ne se pose pas là. La problématique se pose au niveau de matières premières, coût de matières premières et coût d'énergie. Donc, retard dans nos productions, retard dans nos livraisons. Voilà. Et on va parler de financement dans un instant, mais est-ce que ça, c'est un sujet qui fait que vous pourriez refuser, au nom de votre fonds de roulement, un certain nombre de contrats, par exemple, à l'international? Absolument. Les contrats sont à la base basés sur un rétroplanning. Si on n'est pas à même de respecter une livraison à une date bien précise, on peut être sujet à des pénalités importantes. Donc, il est préférable, plutôt que de subir des pénalités importantes, même très importantes, il est préférable, et c'est même plus sérieux et plus crédible, de dire non, je suis désolé, je ne peux pas vous livrer à cette période. Et donc, vous annulez ou vous repoussez des grosses commandes. Là, en ce moment, vous y êtes confronté. J'y suis confronté. J'ai une grosse livraison qui était prévue pour un Radisson au Nigeria, qui était prévue pour décembre. On ne pourra produire qu'en février, mais on a de bonnes relations avec le client et par chance, le chantier a du retard, donc on n'est pas impacté. Mais on peut être gravement touché si jamais... Et puis il y a la question de la revalorisation de vos devis. Encore faut-il que contractuellement ce soit accepté ou acceptable par le client. Les devis maintenant ont une date de validité d'1 mois, pas plus. Parce que la fluctuation des coûts est énorme. Alors, Julien Marigot, du côté de CEFMAD, qu'est-ce qu'on peut dire donc vous, 7,5 millions d'euros n'est pas sur la même échelle, mais il n'empêche, ce sont plusieurs dizaines de milliers, par exemple, de solutions que vous exportez aux quatre coins du monde. Je crois que vous avez près de 300 à 400 distributeurs. Aujourd'hui, la conjoncture est difficile ou pas? Est-ce que votre BFR est impacté? Alors, le BFR n'est pas impacté. Alors, nous, on a une visibilité qui est très courte, puisqu'on travaille avec des réseaux de distribution qui, eux, n'ont de cesse que de réduire leur stock et donc de le faire tourner plus rapidement. Ce qui fait qu'on a des visions en production qui sont assez courtes, même si on a un trend qui est donné par ces distributeurs. Donc le premier semestre a été plutôt bon, avec des indicateurs tous au vert sur l'ensemble des marques. Là, on rentre dans un moment un peu de stabilité. Et ce que l'on voit, comme on est à l'échelle, on est très répartis assez globalement à l'échelle monde, qu'il y a des choses qui passent de l'Europe aux États-Unis, qu'on a un tassement sur l'Allemagne, par exemple, avec quelque chose d'un peu plus actif aux États-Unis. Donc voilà, on essaie de suivre, et après les mêmes contraintes que vous, des matières premières qui augmentent, des difficultés d'approvisionnement des pièces. Et là, il faut être réactif. Alors, France Kitchen, Sam Bassoun, l'export, c'est quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? Et de ce que j'ai pu voir, c'est beaucoup le Moyen-Orient, et là, l'Afrique, pas mal en relais de croissance, quoi. Beaucoup de Moyen-Orient, beaucoup d'Afrique, et pour France Kitchen, c'est 99,98% d'export, pour être clair. Ah oui, donc il n'y a quasiment rien en France. Non. Alors, quelles sont pour vous vos problématiques de financement, et puis après, comment en faire un facteur de succès, pour reprendre notre thématique, quand on exporte autant dans des pays qui ne sont pas toujours faciles, parce que, encore une fois, le Moyen-Orient un peu partout dans le Golfe, et puis en Afrique, je pense que vous avez pas mal de prospection, vous me disiez. Absolument, on a beaucoup de prospection, et on a acquis en 10 ans une réputation, donc les gens viennent vers nous de manière récurrente et de bouche à oreille. Ça, c'est pour l'Afrique. Les problématiques de financement ne sont pas au niveau de financement de BFR. Aujourd'hui, les marchés africains au Moyen-Orient, ça ne leur pose pas de problème de vous payer un acompte. Mais en face de cet acompte, ils veulent une caution bancaire. La problématique que l'on rencontre, c'est que les banques ne nous suivent pas pour pouvoir donner des cautions bancaires à nos clients, pour pouvoir avoir les acomptes, pour très vite faire nos achats avant les fluctuations de prix et pour très vite assurer le contrat. Alors comment vous faites donc, parce qu'encore une fois, cette caution que vous demandent les banques en France pour éventuellement, comment dirais-je, prévenir des acomptes que vous devriez ou que vous pourriez restituer pour des raisons diverses, notamment de garantie, vous le disiez, à votre client à l'export. Je vais vous donner 2 exemples concrets. En principe, on est censé avoir des enveloppes auprès de nos banques.
de lignes, pas de crédit, de lignes de garantie bancaire, de cautionnement. Ouais, ouais. Sauf que comme on est une entreprise en croissance, où le chiffre d'affaires double, eh ben, nos résultats ne permettent pas à nos banques de nous donner, parce que c'est une lourdeur administrative, des lignes de cautionnement plus grandes. Alors, parce qu'on avait 2 exemples très clairs, très précis. Un contrat d'1 million avec Bouygues pour un hôpital au Bénin. Bouygues est disposé à me donner 40%. Les banques ne m'ont pas suivi. J'ai nanti de ma trésorerie propre 400 000 € à la Société Générale contre une caution bancaire. Bouygues m'ont donné mais 400 000 €. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple très concret. Il y a 1 mois, je signe un contrat pour un hôtel au Nigeria, 1 600 000 €. Le client est disposé à me donner 70% d'acompte parce qu'il est pressé, il veut que j'achète très vite, que je livre très vite avant les hausses de prix. Personne ne m'a suivi. Et j'ai également, grâce à ma trésorerie propre, mis 1 million d'euros chez la Société Générale pour avoir une caution bancaire. Le client m'a versé 1 280 000 €. Alors bon, tout ça c'est un exemple un petit peu difficile et stressant évidemment, mais on peut pas dire qu'on est véritablement dans un financement finalement de développement à l'international. On n'est pas appuyé. Ouais. On n'est pas appuyé. On nous dit que les banques doivent nous suivre, qu'ils suivent notre croissance, mais c'est pas vrai. Il faut dire les choses telles quelles. Alors, on va revenir après avec Julien sur ces problématiques à lui, mais vous, quels sont un peu les financements dont vous pouvez bénéficier pour assurer votre développement international? Est-ce que, par exemple, vous prenez, je ne sais pas, de l'assurance prospection de BPI France pour monter une filiale, par exemple? Est-ce que vous prenez les garanties de projet à l'international, le prêt de croissance à l'international pour financer de l'immatériel? Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous faites appel? Ce sont des superbes outils. Ouais. On fait appel à ces outils, Ouais. ça marche très bien. Mais prenons un exemple concret. Je prends cette aide au financement à l'export. Je trouve des clients. Je signe des contrats de 1 million, 2 millions d'euros. Mais derrière, parce que les banques ne peuvent pas me donner de caution bancaire, si je n'avais pas la trésorerie que j'ai, je suis obligé de dire au client, je suis désolé. Ça veut dire que tout le travail qu'on a fait avec l'aide de ces outils, avec le travail sur le terrain, on a remporté des marchés. Si derrière, on n'a pas une aide pour nos cautions bancaires, on est obligé de dire au client, désolé, je me désiste. Alors, Julien Marigot, vous, ce dont vous bénéficiez, parce que finalement, vous n'avez pas de trop gros soucis pour vous développer à l'international. Vous n'êtes pas sur des gros projets à plusieurs millions d'euros sur plusieurs années, etc. Vous, c'est plus direct, c'est plus rapide, etc. Est-ce que vous avez des problématiques de financement pour vous développer à l'export et à quoi avez-vous pu faire appel? Donc nous, on a fait appel aux assurances prospection. Dont je parlais, donc BPI France, BPI c'est France, ça? Exactement. Et ça, en fait, à mettre en lien avec les stratégies d'export. Donc quand on a une stratégie qui est plutôt celle de la recherche de distributeurs, là c'est plus simple, on va chercher, par le biais d'ailleurs de, par exemple, Business France, etc., les salons, les thématiques qui vont bien, ou alors faire appel à des recherches de rendez-vous en prospection directe, et auquel cas, là, on va utiliser actuellement les chèques relance, qui ont du sens pour nous, mais c'est sur des ça, c'est pour faire des salons, ça. Voilà, qui sont assez limités et sur un besoin très spécifique. Par contre, quand on est sur des marchés, je pense aux États-Unis ou au Mexique, où on vient d'installer une filiale, là, on est sur des investissements qui sont plus importants, des risques potentiels qui sont plus importants, et l'assurance prospection est un vrai outil pour nous, pour pouvoir d'un côté, assurer ce risque, c'est l'objectif. Et le deuxième, c'est avoir une vision aussi, un challenge sur le business plan qui a été établi. Et ça, les équipes de BPI le font plutôt bien. Et alors, ces garanties de projet international qui permettent, par exemple, de se couvrir quand on monte une filiale à l'étranger, comme au Mexique, par exemple, ce que vous avez fait, mais qui permet d'être remboursé sur une grosse part en cas d'échec ou d'insuccès, vous n'y avez pas recours? Si, c'est ce que je dis. Ah, ça c'est assurance prospection. Non. Je veux dire la garantie de projet international. Sur la garantie de projet, non, j'ai jamais utilisé ce dispositif. Et le prêt de croissance international pour, par exemple, muscler les investissements en immatériel? Oui, alors ça c'est pareil, on n'a pas de gros besoins d'investissement qui nécessiterait, je pense, ce type de...
Alors, Sam Bassoun, parlez-moi un peu, on va parler un peu, et on en avait parlé lors d'une web télé précédente du MOSI sur l'exportation collaborative. Vous êtes à l'initiative d'un consortium que vous avez pu monter, je crois, avec le MEDEF international et avec Stratexio, pour proposer en quelque sorte à vos clients tout un écosystème allant jusqu'au financement qui fait que vous pouvez décrocher un contrat en grand export. Racontez-nous. Exactement. Et je me permets de préciser aussi, grâce aussi à la BPI, à l'initiative aussi de Pedro Novo. Nous faisions face en Afrique à une concurrence rude, turque, chinoise, qui viennent apporter un financement à un investisseur et qui imposent le décorateur d'intérieur, les produits turcs, le mobilier turc. Et nous, entreprises françaises, on était automatiquement exclus de ces appels d'offres. Face à cette situation, nous en avons discuté avec Pedro Novo et avec Stratexio. Et nous avons mis en place justement ce consortium. Donc, qui est centré sur les marchés de l'hôtellerie. De l'hôtellerie, qui s'appelle Africa Hotel French Consortium, où on identifie, grâce à nos réseaux, de potentiels investisseurs qui veulent se lancer dans l'hôtellerie. On les aide à avoir du financement et on essaye d'imposer nos project management, nos architectes, nos spécialistes pour que les cahiers des charges correspondent aux produits français. Et à vos sous-traitants. Et à nos sous-traitants. Et aux membres du consortium. Et ça marche bien, donnez-moi un exemple. Eh bien, un exemple concret. J'ai signé, il y a un mois, un très beau contrat pour un Hyatt Regency à Lagos, pour le matériel de cuisine et de buanderie. J'ai été, il y a une semaine, rencontrer l'investisseur à Londres pour lui proposer les services du consortium, les arts de la table, le linge, le mobilier, et on a gagné. Et en même temps, il y a une espèce de crédit acheteur qui est proposé par BPI France, c'est ça? Exactement. Pour le client, donc. Exactement. D'accord. Alors, et ça marche bien, c'est duplicable. Vous pensez que c'est là qu'on est vraiment au cœur que ce financement fasse le succès? Écoutez, ce projet a vu le jour le 8 mars lors d'un déjeuner. Il a été officialisé le 29 juin, c'est tout frais. Et à aujourd'hui, on a dans notre portefeuille 2 projets hôteliers. Un en Côte d'Ivoire et un au Nigeria, où on a pu pas emmener avec nous tous les membres du consortium, mais au moins quelques-uns. Et c'est très intéressant. Julien Marigot, est-ce que ça aurait du sens de trouver des financements par le crédit acheteur et de proposer tout ça via un consortium en exportation collaborative, où ça ne s'applique pas pour vous qui, encore une fois, vendez des outils plus légers, qui sont des articles en quelque sorte? En fait, ça pourrait avoir du sens, je pense, auprès de l'utilisateur direct. Si par exemple, il y avait des gros projets de refonte de lignes d'emballage, par exemple, je pense à ça, ou à l'intérieur, ça aurait du sens d'avoir une offre assez large. Actuellement, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas le cas aujourd'hui parce que finalement, l'emballage est vraiment sur une fin de ligne et surtout les montants, je pense, ne sont pas. Parce qu'un pistolet, par exemple, coûte. On est à peu près à 1 000 €. C'est ça. Et une machine pour un désherbage thermique. Pour le désherbage, on va être entre 2 000 et 3 000 €. C'est ça. C'est plutôt vous une accumulation qui fait le chiffre d'affaires. Exactement. D'accord. Parfait. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais quand même une question à vous poser. Finalement, quelles sont, vos problématiques de financement à l'international? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans ce contexte où vous vendez des milliers de pièces à des centaines de distributeurs? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Est-ce que la précommande, par exemple, dont on parle beaucoup, on va en parler d'ailleurs, peut vous intéresser? C'est-à-dire que votre acheteur s'engage, ou le distributeur s'engage, avec peut-être une exclusivité à la clé, à des grosses commandes. Alors la précommande nous pourrait avoir du sens sur la capacité à mieux maîtriser notre outil industriel. Sur le financement, la façon dont on développe nos produits pour l'instant, c'est un peu différent, mais ça pourrait avoir du sens. C'est vrai que j'ai jamais forcément réfléchi sous cet angle-là, de se dire que potentiellement, un peu comme on voit d'ailleurs sur du mobilier ou autre, des systèmes de précommande. Après, nous, on a
un flux de conception qui est quand même relativement long. Et je ne sais pas si ça peut s'intégrer correctement. Est-ce que le factoring, vous y avez recours, la facturage par exemple à l'international? Non, pas particulièrement. Non. Les lettres de crédit, oui. Voilà, lettres de crédit, ça peut être le cas sur des gros dossiers un peu sensibles. Mais comme c'est ce que je disais au préalable, la plupart de nos marques sont sous système de distributeur, en fait, on s'engage dans une relation longue. Et donc, la lettre de crédit a du sens dès lors que, de part et d'autre, on a besoin de se couvrir et de se faire confiance. Et donc là, on va plutôt être dans ce cas sur des ventes shot, sur, par exemple, de l'emballage de très gros volumes. Et vous, Sam Bassoun, chez France Kitchen, l'affacturage à l'international sur la créance, ça peut avoir de l'intérêt pour vous financer ou pas? Ça pourrait avoir de l'intérêt, mais c'est un peu compliqué à mettre en place. Oui, notamment à l'international. Oui. C'est assez compliqué. Alors parlez-moi là, Sam Bassoun, un peu pour conclure. Vous avez été assez touché durement par le Covid, et puis vous avez dû vous relancer, etc. Et vous m'avez expliqué que vous aviez bénéficié d'un accélérateur à l'international, porté d'ailleurs par BPI France, qui vous a permis carrément, à travers des recommandations, de vous réinventer, ce qui vous a permis d'avoir des belles performances à l'exportation. Exactement, ça nous a permis de nous remettre en question. C'est très important. Aujourd'hui, et vous le savez bien, tous les chefs d'entreprise ont le nez dans le guidon. Et on gère le quotidien et on n'a pas le temps de préparer nos projections et notre stratégie. Et c'est très très intéressant parce que la première question qu'ils m'ont posée, qu'est-ce que vous voulez faire de France Kitchen et où voulez-vous emmener France Kitchen? Je dis, je ne sais pas. Et aujourd'hui... Et qu'est-ce qu'ils vous ont recommandé, par exemple? Alors, c'est de modifier toute votre stratégie de créance à l'export, le poste client? On va être très factuel. Rapidement, Sam. Mise en place d'un ERP. OK. Au lieu de passer nos commandes sur des formats Excel et d'éclater des formats Excel, mise en place d'un ERP. 2, revoir notre communication avec une stratégie de mots-clés. Disponibilité, fiabilité et sérieux. Connaissance du marché. Voilà. Et puis peut-être attaquer des nouveaux marchés, non? Je pense exactement. Que vous évoquiez les hôpitaux, par exemple. Exactement. Attaquer de nouveaux segments de marché. Jusqu'à présent, nous ne tablions que sur l'hôtellerie et la restauration. Mais grâce à ces conseils, on nous a dit, mais ciblez les hôpitaux, ciblez les cantines scolaires, ciblez les universités, les cuisines. Et on a réussi. Et on a eu des marchés. Alors, ce n'est pas tout à fait du financement en tant que tel, mais disons que c'est dans l'écosystème du financement, quoi. Absolument. Absolument. C'est très, très important de pouvoir se remettre en cause et pouvoir passer le cap de la stagnation. Voilà, on est arrivé à un moment où on stagnait et grâce à ce programme d'accélérateur, on a pu briser la vitre et décoller. Voilà. Alors, pour conclure, Julien Marigot, vous pourriez avoir besoin de quoi, là, en termes de financement? Parce que finalement, pour vivre heureux, vivons cachés, bon, là, vous êtes avec nous, c'est bien, vous dévoilez, mais on a l'impression que vous, finalement, ça tourne assez bien de par vous-même, de par votre fonds de roulement, votre situation financière, et que finalement, vous n'avez pas besoin de tant que ça de financement. Mais si les choses changeaient? Alors après, c'est vrai que c'est une stratégie chez nous, très clairement, une stratégie d'avoir une croissance qui soit maîtrisée. Après, bon, c'est une entreprise qui est ancienne, puisqu'on a fêté nos 100 ans il y a quelques mois. Et donc, en fait, on est sur des marchés de niche assez matures. Ce qui peut nous demander du financement, ça serait peut-être sur des stratégies de croissance externe, par exemple, sur peut-être de l'attaque de nouveaux marchés, mais avec une philosophie un peu différente, ce qui est fait par exemple au Mexique avec des filiales ou aux États-Unis. Voilà, c'est là où on pourrait avoir ces besoins-là. Eh ben parfait, avec le soutien par exemple donc, du public, du parapublic, et puis aussi de vos banquiers privés, de vos banquiers qui vous accompagnent dans votre développement à l'international. Merci à vous, Julien Marigot. Sam Bassoun, on a tout dit à peu près sur France Kitchen et ses problématiques problématiques et solutions de financement pour se développer et réussir. Oui, on a tout dit, et puis l'avenir est radieux pour ceux qui veulent travailler. L'avenir est radieux pour ceux qui veulent travailler. Eh ben, en nous écoutant,
je sais que vous travaillez un petit peu, donc merci d'être en notre compagnie sur la Web TV du MOSI. Merci à tous les deux, donc merci Julien Marigot et Sefmat, et puis Sam Bassoun et France Kitchen. Et nous, on se retrouve dans un instant pour notre regard d'expert. À tout de suite. On se retrouve pour une dernière séquence donc, dans cette Web TV consacrée donc, au financement du développement à l'international, avec un sujet sur des nouvelles approches qui pourraient exister, des approches qu'on pourrait qualifier d'innovantes en matière de financement du développement export. Je suis avec Camille Verchery, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors Camille, vous êtes administrateur à l'OSCI, la Fédération des entreprises qui regroupe ce qu'on appelle les opérateurs spécialisés du commerce international et notamment en matière d'accompagnement et de gestion à l'export. Et puis vous êtes aussi le fondateur d'une entreprise qui est membre, qui s'appelle VVR International et qui est tournée exclusivement sur la Chine. Alors, avant qu'on parle plus spécifiquement des approches innovantes, des approches différenciantes qu'on peut voir arriver en ce moment et qui permettent de remporter un contrat à l'international ou de s'y développer, peut-être sur la mobilisation aujourd'hui des aides publiques là, et des banques commerciales, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a l'impression que ça coince un peu ou que c'est business as usual? Alors je dirais qu'au niveau de l'OSCI, on est très disparate en fonction des pays. On ne va pas parler des pays sensibles en ce moment, mais pour les autres pays, je dirais qu'il y a un vrai soutien de BPI au niveau du secteur privé de développement à l'international et on espère que ça va continuer. Donc avec BPI France et puis les banques en appui qui cofinancent évidemment les développements à l'international à travers certains produits. Est-ce qu'il y a déjà sur ce couple, cet alliage public ou parapublic et privé, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple par exemple en matière d'un financement original qui a pu être fait par exemple? Alors tout à fait, je vais donner un exemple très précis, c'est le financement des enregistrements des dispositifs médicaux français à l'international, c'est des coûts importants. On a par exemple, on connaît un client qui a réussi à lever 900 000 € de financement BPI via aussi sa banque, parce que c'est un cofinancement pour financer les enregistrements via l'assurance prospection finalement. Et c'est très utile parce qu'on sait que c'est très coûteux, 900 000 € sur 3 ans. Alors on va parler justement donc, de ces fameuses approches innovantes et différenciantes d'un point de vue des relations commerciales à l'export. Est-ce qu'on constate par exemple des montages aujourd'hui qui concerneraient un donneur d'ordre international et un sous-traitant français qui apporte donc évidemment une solution, une compétence technique et le donneur d'ordre en quelque sorte participant au financement de cette PME française? Alors oui, on voit beaucoup aujourd'hui des donneurs d'ordre locaux, donc étrangers, américains, chinois, qui vont investir dans la société française pour l'aider à se projeter sur son marché. Donneurs d'ordre, et c'est ça qui est intéressant, et là je parle de la Chine que je connais un peu plus, qui vont être aussi parfois financés par l'État chinois, surtout quand il s'agit d'innovation sur des secteurs préférentiels. Et ça peut donc concerner une PME française qui va trouver un relais de croissance pour se développer à l'international, donc en Chine ou ailleurs, quoi. Absolument. Ouais. Alors bien sûr, on pense aux problématiques d'IP, mais tout ça, ça se contrôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des financements de sociétés étrangères pour les sociétés françaises pour aller à l'international. Après, à nous de bien s'entourer pour cadrer tout ça. Alors, est-ce qu'on peut constater aussi une filiale française qui aurait besoin d'un second souffle, par exemple, dans un pays, et qui pourrait s'allier avec un partenaire local qui lui apporterait des moyens financiers pour se développer sur un marché tiers? Alors, tout à fait. Là, je vais revenir encore sur cette histoire de Chine, mais je vous donne un exemple très concret. Une société française, 10 millions d'euros, et elle a une usine en Chine. Cette usine est faite pour le marché chinois. Ouais. Ça ne marche pas très bien, ça fait plusieurs années. Finalement, un gros industriel chinois a racheté la filiale, a co-investi dans la maison mère, et ensemble, non seulement ils ont doublé le chiffre d'affaires des deux structures, grâce à ce marché chinois qu'ils sont arrivés à avoir ensemble, mais ensemble, ils sont allés attaquer le marché américain. Et on parle aujourd'hui d'un doublement des emplois en France dû à ce partenariat qui marche extrêmement bien. Alors, donc on le disait, des approches innovantes qui sont donc différenciantes pour, encore une fois, remporter un contrat. Alors, on parle beaucoup du phénomène des précommandes.
Est-ce que ça se développe beaucoup? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu des exemples? Comment ça marche? Est-ce que c'est donnant-donnant? Qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que je te concède en échange? Voilà, comment ça marche? Alors, je vais d'abord parler des précommandes en échange d'une exclusivité sur un marché. Je pourrais donner l'exemple de l'Inde. À l'OSI, on a beaucoup d'acteurs sur l'Inde et on voit qu'on a ce type de projet où le distributeur indien veut être exclusif sur son marché, alors la société française, pour financer finalement tous ces coûts de l'internationalisation qui sont importants, impose non seulement un chiffre d'affaires annuel fixé et des investissements de la part du distributeur pour faire cela, mais en plus de ça, une précommande importante qui peut représenter jusqu'à 20-30% de l'estimatif à année N+3. Donc prenons un des exemples, et là c'est un exemple dans la cosmétique, il y avait un estimatif à 1,5 million, 2 millions, je crois que c'était 2 millions d'euros en année 3, la précommande, on était à 400 000 euros en précommande. Et ça, c'est de l'argent frais qui arrive directement dans la société française en échange derrière de ce contrat d'exclusivité sur 3 ans. Mais alors, est-ce qu'il y a un loup en quelque sorte dans le modèle? Parce que l'importateur, le distributeur va vouloir l'exclusivité. Est-ce qu'on n'est pas pieds et poings liés en échange effectivement d'une précommande de départ? Alors, je dirais qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens. Il y a un certain nombre de pays, un certain nombre de marchés où finalement les bons distributeurs vont vouloir être exclusifs parce qu'ils vont devoir investir longtemps avant de pouvoir gagner de l'argent. Et parce que cette exclusivité est obligatoire, sinon on ne trouve pas les bons distributeurs, alors on négocie la précommande. Il est évident que si on peut éviter l'exclusivité, on aura beaucoup de mal à négocier une grosse précommande. Et moi je m'aperçois que les PME, elles ne veulent pas se disperser tout de suite auprès de beaucoup de distributeurs. Ce qu'elles veulent, c'est du cash-in et un partenaire motivé. Alors Camille Verchery, est-ce que ça concerne plutôt quoi? Les pays, les gros pays émergents, style Chine, enfin est-ce que la Chine est encore un pays émergent? La Chine, l'Inde, le Brésil, ce sont des choses importantes, des pays où ça peut marcher? Alors, plus que dans nos pays matures, quoi. Alors, je parlerais plutôt du contexte contractuel. Il est évident que l'Europe, voire même les États-Unis, ont des contextes contractuels, on va dire, rassurants pour les sociétés françaises, qui fait que les gens acceptent de bien cadrer une exclusivité sans forcément avoir tout de suite une forte précommande. Mais dès qu'on est sur des pays lointains, où les risques sont plus importants, où l'investissement finalement des sociétés françaises pour la gestion de ces partenaires est plus importante, là la précommande, moi je dirais même est conseillée. Est-ce que vous avez un deuxième exemple à nous donner là? Vous nous avez parlé de cosmétiques. Est-ce qu'il peut y avoir un deuxième exemple avec un montant, par exemple? Dans les équipements, dès qu'on se retrouve dans des sociétés qui vont avoir à distribuer des équipements chers, je vais parler d'équipements dans le monde pharmaceutique, eh bien l'usage c'est de dire achetez-nous déjà 1, 2, 3 équipements de valeur 50, 100, 200 000 euros l'équipement pour le showroom, pour la démonstration, en plus d'un autre équipement pour le premier projet. Donc on se retrouve encore une fois sur des enveloppes de 3, 4, 500 000 euros en précommande par rapport à une perspective de marché à nouveau qui est sur ce 1,5 million, 2 millions d'euros, qui est l'objectif nécessaire à 3 ans sur ces grands marchés. Oui. Surtout que la précommande, ça peut évidemment être parfaitement indiqué pour des nouvelles lignes de produits. Nouveaux produits qu'on va lancer, effectivement, et on accordera l'exclusivité, par exemple. Alors là, s'il s'agit de nouveaux produits, et notamment de développement de nouveaux produits, on a le cas pour un dispositif médical d'un de nos clients, là, il y a non seulement une précommande, mais il y a aussi un financement du développement. Donc là, c'est double, financement du développement, qui est souvent à coût réel, plus précommande. Alors, on entend beaucoup parler de financement participatif, vous savez, le fameux crowdfunding, qui se ferait en lien, en quelque sorte, avec une précommande. Expliquez-nous le montage. Alors, on a plusieurs clients qui cherchent à se développer à l'international et qui ont réussi leur premier développement, ce qu'on appelle cette phase A, cette première quantité importante vendue et donc produite à travers des sites internet de crowdfunding. L'idée étant de dire, notre produit qui est en fait pas encore développé, qui est qu'au niveau de prototype, on vous garantit l'industrialisation. Achetez-le et ils vont mettre peut-être 1000 produits en vente. On a un client dans les panneaux photovoltaïques un peu spécifiques, un autre client qui faisait des robots pour la maison. Ils ont mis leurs produits en vente et dès qu'ils ont atteint, en général, on arrive vite à des commandes de l'ordre de 200 000 euros. C'est à peu près les montants qu'on peut voir, 200 000 – 300 000 euros. Alors, ça leur permet de financer les outillages, les développements finaux, les achats et ils vont vendre finalement ces produits et les gens vont payer en avance et être livrés dès
avec un certain montant. Mais en quelque sorte, c'est à l'unité. Alors, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on parle de crowdfunding, parce que c'est bien 1000 clients qui chacun vont acheter un produit, qui vont faire ces 1000 produits. Et ça marche. Là, il y a des exemples en ce moment. Il y a des pays où les gens sont friands de commander comme ça. Alors, je pense que c'est tous les pays. Et il y a énormément de cas tous les jours en France. Le dernier cas emblématique, c'est bien évidemment Tesla. Celui-là, tout le monde le connaît. Mais sinon, tous les jours en France, vous avez des gens. J'ai des amis qui sont médecins, qui ont fait un système de connecteurs par voie osseuse. Bien là aussi, ils sont passés par. Et pour quel pays, ça ? Pour la France. Oui, mais pour l'international. Alors, eux, là, en général, ils vendent ça en local pour se faire financer. Par contre, et c'est ce que je vois chez mes clients, c'est que ceux qui ont fait ça, il faut savoir que de nombreux distributeurs américains, chinois, indiens et autres regardent ces sites de crowdfunding en permanence. Et dès qu'ils voient un produit intéressant, et dès qu'ils sentent que le crowdfunding a fonctionné, alors ils contactent ces sociétés-là pour les distribuer dans leur pays. Donc c'est une manière aussi, finalement, par ce crowdfunding local, d'engranger de nouvelles factures, de nouvelles commandes, à échéance courte. Et de se faire connaître finalement à l'international, parce que tous ces sites qui sont internationaux sont reconnus, connus et sont regardés par tous les nouveaux distributeurs très technologiques. Bon, parfait. Merci d'avoir été en notre compagnie. Donc Camille, vous qui êtes donc administrateur, je le disais tout à l'heure, à l'OSCI et qui fait beaucoup d'accompagnement sur la Chine, on l'aura compris, d'avoir été en notre compagnie, quelles approches innovantes au service du financement du développement export. Merci d'avoir été en notre compagnie donc pour cette web TV du MOSI sur la question donc du financement. Quel financement originaux, notamment dans le contexte actuel, essayer d'engranger pour avoir du succès ou prolonger son succès à l'international. À très bientôt. Merci, au revoir.